Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et débats. Oh, j'ai eu cette fois-là. tu l'as eu, je suis tellement Ça va content. être très long comme blague. Ouais, ça va sans durer, arrêt, à chaque fois, sans arrêt. En plus, les épisodes sont même pas dans le bon sens. Des fois, on va arriver, on va être au mois de janvier, on va avoir encore cette blague-là. Bon, je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Bonjour, ça va? Bah oui, ça va. Oh, tu réponds en plus. Non, ouais, je c'est suis bien. très, je suis Très allumé content. aujourd'hui. Ouais. Bah oui. Et Pidou Lyon, salut Pidou. Salut tout le monde. Et c'est Raddy the Brown qui vous parle. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine. Aujourd'hui, je veux juste mettre de la temporalité juste pour ce podcast-là. Aujourd'hui, on enregistre et c'est le 500e jour de cette guerre. Donc c'est quand même, c'est affreux. C'est complètement dégueulasse qu'il y ait une guerre encore. J'ai dans hâte de voir comment tu vas faire le lien pour qu'on présente nos bières, sachant que Je vais en juste train arrêter. de- ouais, un truc je vais horrible. Juste, je vais juste arrêter de parler de l'Ukraine. Kelly, sans Et- transition. Exactement. Les bières. Donc, les Ukrainiens pour passer au travers, non, c'est pas vrai. Non, je veux pas dire ça. C'est bon, j'ai arrêté. On a biffé, c'est bon, on le garde. Donc, non, mais on enregistre au 500e jour de la guerre en Ukraine. Et, On n'a pas fait exprès aussi. hein. Non, on n'a pas vraiment pas C'est fait exprès. juste, On pouvait tous aujourd'hui. Donc, on s'est dit, on va en faire un sur l'Ukraine et ça tombe le 500e jour. On s'en est rendu compte cette semaine. Donc, avant de lancer le sujet, j'aimerais ça, les gars, vous entendre sur vos bières que vous avez amenées aujourd'hui. Donc, on peut commencer par Pidou. Très bien. Bah alors moi de mon côté, alors c'est une qui est quand même assez connue, mais je tiens à la présenter. C'est la Unibrew Saison Libre. Elle est assez intéressante. Alors déjà, je vais y aller un petit peu plus descriptif, un peu comme Astro l'avait fait la dernière fois. Elle dit qu'elle est légère et rafraîchissante. Cette saison déploie des notes de fruits tropicaux et d'agrumes, un soupçon d'épices et de vives bulles, et une finale sèche, pardon. Donc voilà, après il y a une description un petit peu lambda, mais j'aime beaucoup le design aussi. Il y a l'Expo 67 avec quelques hippies là-dessus. C'est très léger, hein. Il fait très chaud ici, donc j'ai pas pris une petite tabasse. On est sur du 4% avec un IBU de 25, donc voilà. Ça va être très frais, ça va faire du bien pendant cette session. Et toi, Astro? Moi, j'ai pris une. C'est aussi connu au Québec, ça s'appelle Ciboire, la microbrasserie. Et puis là, j'ai pris la Cherbière, donc c'est une lager de chez eux. Puis j'ai envie de te dire que c'est un peu une bière qui est née d'une vision partagée avec les amis du King Hall et du Vent du Nord. Donc, j'en peux plus de Gun. Mais arrête, genre, c'est comme s'il fait, le gars, il se me donc, lit. Surtout qu'il lit juste le truc. je quoi, lis, c'est pas je comme, lis l'écriture. ouais. Quand il n'y en a pas, je lis pas. Non, mais en vrai, c'est une lager, comme d'hab. Il fait 50 000 degrés. On tourne chez Pidou parce qu'il a la clim. Donc, j'ai pris une bière légère aussi parce que j'en peux plus. la clim Donc, qui est à fond. oui, aussi. Donc voilà, une bière légère pour se désaltérer. Une bière de soif. Bière de Sherbrooke aussi. Ouais. Cool. Ouais, information non Ok. pertinente de la part de Raddy. Mais moi, sur mon bar, je bois une Atlantique de la microbrasserie Baldwin, située à Boucherville. C'est une super bonne bière, c'est une New England IPA. C'est très fort, donc je sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre ça. C'est vrai, la première, ça va ouais, c'est taper. ça, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais c'est une bière très houblonnée avec du malt dedans. Donc, une bière qui rappelle, vu que c'est une bière dans l'Atlantique, qui rappelle la Gaspésie et tout ça. Donc, quelque chose avec l'air salin aussi. Donc, ça va être très bon. Donc, les gars, Très bon. Bah, santé, les gars. on va Ouvrons faire- ça. oui. Essayons de pas flood. Wow. Allez, Merci. cheers, Putain, les on gars. a vraiment réussi. Alors là, ouais, on n'a pas de verre, on est avec des canettes, donc il Ouais, n'y a pas C'est de vrai, cling. Il n'y a pas de cling. Il n'y en aura pas en post-prod non plus. Donc, Je tiens à préciser qu'Astro a reposé sa bière avant de la mettre à ses lèvres. Oula, ça va être une bonne bière à boire aujourd'hui. Mmh, ça bah, va être, c'est bon. Elle est vraiment incroyable. Tiens, petite anecdote sur la Cherbière. Ce que tu vois là, Alors, c'est tu vois, le- l'Ukraine. ce que tu vois là, c'est le dépôt Ciboire. C'est-à-dire, bah tiens, on le voit d'ailleurs, c'est marqué Ciboire dépôt. C'est qu'en fait, le Ciboire à Sherbrooke a 2 établissements. Est-ce Le que ça premier est- intéresse Bah oui, quelqu'un on a des bières. Mhm. Ah oui, c'est débat. vrai. Et donc, à Sherbrooke, vous avez 2 établissements Ciboire. Vous en avez un qui est à côté du dépôt de bus, qui est juste à côté de la voie ferrée d'ailleurs. Ok. Tu sais, à côté Et- de la boulangerie, là, sur la Mais droite, pour on Sherbrooke, tourne c'est sur la vraiment- roue. Pour nos auditeurs de Sherbrooke, là. Voilà. On C'est C'est vrai. vraiment on les important salue. pour Sherbrooke. Merci Daniel Et de l'autre- nous écouter. L'autre est plus côté centre-ville, mais as much centre-ville que Sherbrooke peut avoir, et qui est donc plus côté quartier des Nations. Et le dépôt, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a une super belle ambiance. Vous êtes au bord de la voie ferrée, ça fait très industriel en fait comme truc. Donc très belle ambiance en vrai. Le Ciboire, c'est un peu the place to go à Sherbrooke. La seule place. À aller. Montréal aussi. Voilà. À Montréal, je suis jamais allé. À c'est Montréal, sympa. le bar est vraiment nice aussi. C'est à côté de Dieu du ciel, c'est Ouais, ça? c'est à côté de Laurier. c'est sur Laurier. Sur Laurier. C'est sur Sur Laurier. Laurier. Ouais. Super.
Super les gars, donc je suis vraiment content qu'on ait parlé un peu plus de bière. Des fois on ne fait que présenter la bière. Belle anecdote, Merci. Bidou. Donc on va sauter directement dans le sujet. Donc la guerre en Ukraine, Attends, on est. non, Oui. rien. Non, j'avais fait Non, vas-y, continue. J'ai déjà fait une blague très 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 douteuse on est quasiment rembobiné. Donc Non, 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 c'est juste que c'est dans un autre podcast, j'allais faire la même vanne, donc c'est pas bien en fait. Donc vas-y, continue. Ok. C'est difficile, sinon, Ouais, c'était pour si faire long. rien. il brise mon élan Ouais, en plus en de tant rien. qu'animateur. On a un élan, tu vois. Donc bon, je vais reprendre, mais non. Donc 500e journée de guerre entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques mois là, qu'on est vraiment en guerre de tranchées, en stagnation dans ce conflit-là. Pas très longtemps, il y a eu la semi-rébellion en Russie aussi. Donc j'aimerais vous entendre faire un tour de table, de voir ben, c'est quoi votre sentiment en ce moment par rapport à cette guerre-là qui perdure et qui commence à s'enliser et que beaucoup d'experts disent dépasser un an et demi, on s'enligne pour un 10 ans peut-être. Moi, il y a plusieurs points parce que la dernière fois, on avait fait déjà 2 podcasts, je pense, mais dans les premiers qu'on avait fait sur Ouais. l'Ukraine. Donc, il y en avait un où j'ai répété que Vladimir Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine. Moi aussi. Une belle analyse. Non, mais il y avait rien. T'as juste Non, entendu mais- en fond, peut-être. Non mais, Ah. non, mais regarde, Pidou, il y avait personne pouvait, il y avait rien qui était pour lui là-dedans. Il y avait rien qui. Bah, en tout cas, on a prouvé que il y avait pas grand-chose pour lui. Ben, il y a rien pour lui en ce moment, puis Et- ça prouve encore le point, je pense, de moi et Astro. Et l'autre, Je pense que vous étiez trop sensé pour Poutine. Mais vas-y, continue. donc déjà c'est ça. Et le deuxième, je sais plus, mais on l'avait fait il y a vraiment longtemps, donc il y a Il y a beaucoup de 2 ans. choses qui ont changé. Puis genre, tu sais, il y a moyen que si vous écoutez, on se contredise, mais c'est juste que tu sais, la situation a aussi beaucoup évolué. Mais bref, tout ça pour dire Et que nous aussi, on évolue. moi, de ce que je retiens dans ces deux choses, enfin de, elle était nulle ta phrase. Ce que je retiens, C'était très. Désolé tout le monde. ce que je retiens actuellement, c'est que en vrai, là, on rentre, je pense, effectivement dans une guerre de stagnation qui ressemble de plus en plus à l'Afghanistan, moi je trouve, et qui surtout, euh, malheureusement, Vladimir Poutine, a pour l'instant pas mal donné tort à beaucoup d'analystes, c'est-à-dire qu'il la tient quand même la guerre. La fameuse contre-offensive ukrainienne, bon, comme ils n'ont pas de support aérien, euh, n'avance pas. Enfin, je veux dire, là, en un mois, ils ont pris 1 km² à Bakhmut, donc on n'est pas sur une percée exceptionnelle. On est sur des chiffres de Première Guerre mondiale, là, quasiment. Là. Donc, On est littéralement sur des chiffres de guerre de tranchées. et bien évidemment, comme on est dans une propagande de la part tant d'Ukraine que de la Russie, on ne sait pas à quel prix ils ont payé ce 1 km² aussi en termes de vie humaine. Et malgré le retrait de Wagner, malgré soi-disant qu'ils tenaient l'armée, etc., genre, ils avancent dans l'Est, je crois. Je suis très mauvais en géographie, mais il y a des endroits où Oui, ils c'est avancent. l'Est, oui, Ouais, c'est ça. Il y a des endroits où la Russie avance. L'Ouest, c'est la frontière Ukraine-Pologne. Donc, Ok. c'est sûr et certain que c'est en. Donc, c'est à l'Est. il va probablement préparer une autre grande offensive, la Russie, depuis le Bélarus. Enfin, il y a beaucoup d'analyses qui pensent Comme au début de la guerre. Comme au début de la guerre, c'est ça. Ça avait quand même bien marché. C'était quand même rendu aux portes de Kiev avec ça. Ah, ils étaient à Kiev, ouais. Mais bon, la résistance a été beaucoup plus difficile qu'ils se sont rendus compte, mais bon. Donc moi c'est tout, je suis assez surpris de la résistance russe qu'on parle très peu en Occident parce que en vrai on va pas se mentir, moi je suis pas du tout pro-Russie mais on est vraiment rendu dans une guerre d'information de fou là. Ah bah oui, c'est sûr. Mais on est quand même obligé de reconnaître que si je crois que pour nous c'était hier, l'Amérique, les États-Unis ont donné le feu vert pour les missiles. Les bombes à sous-munitions. Les Ouais, bombes les à bombes à sous-munitions, sous-munitions, qui est- tu sais, c'est que ils commencent à, enfin, c'est qu'ils en ont besoin, enfin, tu sais, dans le sens que ça se passe pas du tout comme ils pensaient que ça allait se passer, quoi, parce Ouais, que puis, Ah, pour ça- information, des bombes à c'est sous-munitions, débattable, hein. la plupart des pays c'est ont. hyper impressionnant les Ouais, images, hein. Mais ils ont. Même le Canada a signé la convention La contre, plupart des mais pays. pas l'Ukraine Ouais. ni les États-Unis. Ben, c'est des bombes un peu qu'on peut dire. Après la Première Guerre mondiale, on s'est assis puis on a fait. On s'est dit, il va falloir. Il y a des choses, genre le gaz moutarde ou le chlore, le chlore gazeux qu'on rentre dans les. Ça se fait pas dans une guerre. Et les États-Unis puis l'Ukraine en ce moment, avec cette nouvelle arrivée-là, ça monte. Il y a encore une escalade, puis ça monte encore que malheureusement, les États-Unis vont tout faire pour gagner, pour que l'Ukraine gagne cette guerre-là. Puis Mais bref, tout ça pour dire que je suis dubitatif des fameuses conditions imposées par l'Ukraine et qu'au bout d'un moment, il y a, tu sais, va falloir
Au bout d'un moment, la paix va éclater. Tu sais, on dit toujours la guerre éclate, mais la Ouais. paix va finir par éclater un jour ou l'autre. Que tout le monde en a marre autour, en dehors de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie. Tout le monde n'en peut plus de cette guerre. Donc, je suis très curieux de la suite. Après, je vais développer. Mais je suis, comment dire, je suis mitigé sur tous les points en fait. Je m'attendais à aucunement ce scénario et je sais pas vraiment. Enfin, je sais à peu près. J'imagine où est-ce qu'on s'en va, mais j'avoue, ça patauge Ouais. pour moi. Vas-y, Pidou. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que moi j'avais un peu une idée très pessimiste à l'époque. J'ai dit il y a 2 ans, c'était il y a un an, là, un peu plus d'un an maintenant, où on a vu cette invasion être déclarée, etc. Puis des réactions très différentes. Et aujourd'hui, un front occidental qui est uni, tu sais, il y a plus de débat. Là, même, tu sais, je pense à la France, il y a même l'extrême gauche qui était contre la livraison d'armes à l'époque, maintenant ne s'y oppose plus. On a des milliards et des milliards d'euros qui sont injectés au niveau européen pour aider l'Ukraine à reconstruire alors que c'est encore un terrain de guerre. C'est ça aussi qui est assez impressionnant, c'est que tu t'investis des fonds dans quelque chose qui peut être détruit demain, hein. Il suffit d'une bombe et puis c'est terminé. On a un conflit qui est incessant, mais qui évolue de manière assez intéressante en se déplaçant de plus en plus vers Moscou. On a vu des attaques de drones sur Moscou. On a vu, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la centrale de Zaporizhzhia, où on voit que, en fait, cette guerre d'information que tu as mentionnée tout à l'heure, ben, on voit que même en tant qu'Occidentaux, on a du mal à tout croire en même temps. C'est très difficile de Mais prendre un point de vue global. si on veut partir sur. Parce que moi, je me suis renseigné là, un peu sur le Zaporizhzhia. Genre, ça n'a. Effectivement, si il arrivait quelque chose, moi, j'aurais du mal personnellement à croire que genre personne n'est fait. Tu sais, genre que. Tu sais, le barrage, c'est clair et net, probablement, que c'est la Russie. Tu sais, le barrage. Oui, bah oui, je me oui, souviens non, mais plus. ça. Le pipeline là, qui est sous l'eau. Mhm. Ça, Ricain. c'est toujours middle hein, quand Peut-être les même. Ricains, peut-être, hein, même. Bah, peut-être l'Ukraine même Ouais, mais directement. ils n'ont pas de ils ont pas de bateau assez fort pour Non, mais tu torpiller, sais, genre ça, c'est pas clair. Mais le truc de Zaporizhzhia, c'est que vraiment, quand tu te poses la question, ça ne profite, entre guillemets, à personne. Et surtout, je lisais un article dans Radio-Canada où ils ont interviewé 2 experts en trucs atomiques, là. Puis ils te disaient, mais si demain, ils la font exploser, bah déjà, ça prendrait des artifices monstrueux, parce que c'est fait pour résister Mhm. à des bombardements aériens. Et deuxièmement, donc ça serait probablement la Russie du coup qui le ferait parce que voilà. Mais même deuxièmement, les dégâts en tant que tels ne seraient pas si graves que ça entre guillemets. Tu sais genre comme elle est à l'arrêt depuis des mois, que genre il y a plus rien qui se passe, qui font tout en sorte pour enlever les déchets, qui font tout en sorte pour que tout se calme. En vrai, tu sais il y a quand même les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui ont dit qui si jamais la Russie faisait ça, qui vraiment songerait à intervenir militairement directement en Ukraine. Donc tu te dis, la faire exploser pour pas beaucoup de dégâts, Mais il y a quand parce même qu'en un plus risque ils sont sur les nucléaire là, toits, etc. Oui, mais, de déchets, comment on appelle Oui, ça? mais il n'y aura pas d'explosion à la, oui, mais il y aura ça- pas par à exemple, à la Tchernobyl. voilà, ou non, à, mais il comparait ça à Tchernobyl, Fukushima, là. ça sera. Ah, par rapport à Tchernobyl, c'est En pas fait, du tout la même en fait, réaction de je, toute je vais façon. te Bah donner non, une. les réacteurs sont fermés. Oui, Non, non, mais mais même, je vais te donner une image qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'un a dit que les gens dans la ville de Zaporizhzhia, au niveau de radioactivité qu'il y aurait, les pilules que tu prends là de diode. d'iode ne servent à rien. Mhm. C'est pas assez radioactif pour que ça te protège tant que ça, tu vois. Donc, c'est tellement un énorme pari. Alors oui, après, ça envoie l'image, etc. Mais je pense que moi, ma stratégie, c'est ils ont peut-être mis des trucs sur le toit, mais pour vraiment que tout le monde focus sur ça, parce qu'ils avancent de l'autre côté, les Russes. Ils sont en train aussi, dans le Bélarus, ils sont en train de préparer des trucs. Tu sais, genre, c'est un détournement d'attention. Je pense pas vraiment Mais c'est qu'ils pour vont ça. tenter un truc avec ça, parce que même Xi Jinping, tu sais, genre, a dit à Poutine, le nucléaire, c'est non, peu importe la forme. Non, mais ça, c'est Genre, pas la même t'es en chose. mode. C'est pour ça que je dis ça que c'est un truc d'information. C'est que l'avantage de Zaporizhzhia, c'est justement que tu peux maîtriser le discours. Parce que si jamais derrière tu es la Russie et tu dis ah bah oui, regardez, l'Ukraine a envoyé des raids aériens contre Zaporizhzhia, donc contre son propre territoire, son propre peuple, etc. Tu as d'autres justifications. C'est ça aussi qui manque en ce moment à Poutine. C'est des justifications pour continuer sa guerre. Puis c'est Il mettre a le une doute compagnie dans de les. mercenaires énorme. Il n'y en a qui jamais est- eu. Il n'y a jamais eu de vrai. Il n'y a jamais été capable de convaincre personne, à part des pays qui voulaient se mettre en porte-à-faux avec les États-Unis ou avec le monde occidental. Il n'a jamais été capable de prouver à sa population, même à sa population. On l'a vu avec les mouvements de population qu'il y a eu, même en Russie après la conscription.
malheureusement, la Russie n'est pas capable de gagner cette guerre d'information dans son propre pays de pourquoi je fais ça. C'est Genre, ça. pourquoi on continue à s'enliser? Pourquoi on s'enlise dans une guerre en ce moment? Pourquoi on commence à attaquer une centrale nucléaire? Il commence à avoir des questions qui commencent à être légitimes qu'un Russe lambda pourrait poser là, à son gouvernement. Mais c'est pour ça, je pense que ce conflit est assez intéressant parce que justement, quand on dit c'est l'Afghanistan de la Russie, c'est un peu ce qu'on dit depuis un an, là, depuis que les opérations sont comme à l'arrêt, des trucs de position, etc. On a eu la grosse guerre de Mariupol, ça, je pense que ça restera dans les esprits pendant longtemps. C'est quand même assez impressionnant. Même aujourd'hui, ce qui reste, entre guillemets, de cette ville, c'est une... On dirait genre Munich après la Deuxième Guerre mondiale, après les raids américains, genre ça n'a aucun bon sens, là, ça a été lessivé. C'est assez affreux. Et puis justement, tu arrives dans cette situation de conflit qui est gelée, mais où à la fois, tu as les Américains qui continuent les livraisons d'armes, tu as les Russes qui commencent à dire, oui, mais attendez, là, on se retrouve avec quand même une énorme ingérence étrangère dans ce conflit, à tel point que, tu sais, quand les drones qui arrivent à Moscou, si c'est vrai, sont américains, mais tu sais, au bout d'un moment, est-ce que les États-Unis sont pas juste en train d'intervenir indirectement? Et là, on se retrouve avec des choses qui, petit à petit, arrivent sur un gâteau à plusieurs étages où l'Europe fait la médiation, mais Macron n'est plus au premier plan non Comme plus parce qu'il n'y a plus comme... L'Europe, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, est le terrain de jeu des Américains. Oui, non, mais ça... Depuis le plan Marshall, genre, c'était ça le but du plan Marshall, c'était s'implanter en Europe de façon définitive, puis d'avoir des contacts avec tous ces pays-là qui doivent de l'argent aux ricains. Mais on voit les Américains aussi faire des moves stratégiques de leur côté. Tu sais, on voit avec l'Inde, l'espèce de drague relou qu'ils sont en train d'essayer de faire, de gars en boîte complètement bourrés qui rapprochent les meufs. C'est exactement les États-Unis avec l'Inde en ce moment. Là, c'est dingue les opérations qu'ils sont en train d'essayer de faire pour intimider la Chine alors qu'ils ont actuellement les deux pieds dans le conflit en Ukraine. Donc c'est pour ça, c'est un conflit qui, je trouve, oui, c'est de la position, mais les choses évoluent quand même assez régulièrement. Tu sais, on passe pas 2 semaines sans qu'il y ait une évolution dans ce conflit. Et je dis pas que c'est de l'escalade, mais il évolue. Et il faut faire quand même attention de ne pas trop dire, oui, c'est de la position. On peut avoir quelque chose qui peut arriver rapidement. C'est toi qui avais mentionné un peu d'ailleurs le conflit de position au début, Radi. Quelle est ta perspective, toi, d'ailleurs, maintenant, à partir de là? Après, je pense, 500 jours de conflit, malheureusement pour les Russes et Poutine qui voulaient une guerre éclair, un peu ce qu'on a vu au début. Là, donc, si c'est vrai, le rapport des 3 jours, là, c'est quand même... Tu sais, ils ont, les services de renseignement russes lui ont dit 3 jours. D'ici dimanche, parce qu'il a déclenché ça un jeudi. D'ici dimanche, c'est bon. Mais c'est le jour du Seigneur dimanche, donc lundi après. C'est pas ouvrable. C'est très comprenable pour les. C'est très comprenable parce que je me souviens plus du pays qui avait envahi ou de la région qui avait envahi Poutine, je pense en 2017 ou 2018. Pas la Géorgie? C'était la Géorgie, oui. La Géorgie avait été capable de prendre la Géorgie tellement rapidement. Il l'avait pris aussi en quelques jours. Donc, il s'est dit, bon, l'Ukraine un peu plus gros, mais sauf que si je place mes troupes d'une bonne façon, si je place mes troupes de la bonne façon, donc les troupes en Biélorussie, les troupes à l'Est, les troupes sur la mer Noire, ben, je fais vraiment une espèce de je fais vraiment je sais pas, un espèce de piège. Et un encerclement total. Un encerclement, et d'un coup, boum. Alors, pour confirmer, c'est bien la guerre de Géorgie, et c'était du 7 au 12 août. Exactement. 2008. Ben, voilà. 7 au 12. Ouais. Ah ouais. C'est exactement ça. 5 jours. Ça montre vraiment que ça montre vraiment que les services russes pensaient vraiment faire une guerre éclair, et un peu comme qu'est-ce que Pidou a dit tantôt. Moi, je revenais à ta question plus tard par rapport au positionnement au niveau international, mais la guerre se déplace beaucoup plus à l'est maintenant. On est revenu un peu à ce qu'il y avait dans les zones qui étaient un peu en rébellion depuis 2014. C'est là que le gros du conflit se passe maintenant, parce que comme on voit comme Astro te dit tantôt, les Européens sont en train de reconstruire. Parce qu'ils savent que le... Ah, non, désolé, je pensais que c'était toi, Astro. Mais les Européens sont revenus et ils commencent déjà à reconstruire parce qu'ils savent ou ils pensent que le conflit va toujours se porter de plus en plus vers l'Est. Puis, si je peux me permettre, il y a aussi une adhésion à l'Union européenne qui est actuellement évaluée par l'Ukraine. Bon, ce serait une adhésion post-guerre, mais je veux dire, il y a quand même un gros espoir là-dedans. Ouais. Oui, c'est sûr et certain, mais bon, je pense que ça va être un bon sujet. Et à l'OTAN.
Ouais, ça va être un très bon Ouais, sujet mais t'as de vu parler comment aussi, Washington ils tempèrent là aussi. Ils ont dit. Ils peuvent pas. Ouais. Mais ils ont C'est- dit oui. Pour l'instant, c'est un oui probatoire à la fin de la guerre. Hein. Oui, c'est un oui probatoire, mais pas tout de suite. La Je Suède vais avoir un sujet d'abord. pour. On verra, etc., J'ai un etc. sujet pour vous plus tard, ça va être l'après-guerre. Que vous essayez de commencer déjà à y penser. Mais par rapport au positionnement international, si je veux revenir par rapport à ça, je crois que tout le monde, tout le monde a choisi son camp. Il n'y a y a pas beaucoup de pays derrière la Russie, dans le sens que y a personne qui va arriver sur la scène internationale en disant ouais, la Russie est en train de faire quelque chose de bien en ce moment, en train de libérer l'Ukraine un peu, qu'est-ce que le message de Poutine au début de la guerre. Mais je pense qu'il y a aussi quand même une fatigue des Occidentaux aussi avec avec ce conflit-là, dans le sens que ça tire énormément d'argent et tout, et on... D'inflation, Oui, exactement. de perte des ressources. Donc, je sais pas à quel point... donc, la guerre, c'est vraiment une guerre de nerfs en ce moment. Donc, c'est qui a les nerfs les plus solides? Qui entre la Russie là, et tout l'Occident va être capable? Donc, bon... après ça, tout ce qui était sanctions sur la Russie, ils ont juste trouvé quelqu'un pour faire le troisième homme. Donc maintenant, l'Arabie Saoudite paye les Américains, puis les Saoudiens vont acheter le pétrole russe. Donc les Américains disent qu'ils n'achètent aucun pétrole russe, mais c'est faux. Donc tout est revenu un peu à la normale. Donc cette guerre va, selon moi, s'enliser. Et D'ailleurs, on y va pour un 10 ans, je crois. Le troisième homme, pour implémenter vraiment ça, vraiment pour montrer à quel point c'est un échec un peu Les sanctions. les sanctions, c'est que par exemple au Canada, tu as des gens qui vont faire tu sais, les petites ailes pour les drones ou des petits moteurs ou des trucs très précis avec du lithium, etc. Et puis avant la guerre en Ukraine, les exportations vers la Turquie étaient genre un truc comme, on va dire, ça représentait 2-3% de la boîte. Depuis les 6 derniers mois, les exportations vers la Turquie sont genre à plus de 600%, ont augmenté en un an. Donc genre, tu sais, c'est que même les sanctions, mais ça c'est en plus pour utiliser pour faire des armes en plus derrière, donc tu sais, c'est même pas des sanctions Est-ce juste que tu as purement dit la économiques. Turquie ou la Russie? Non, la Turquie. Ok, la Turquie. Ok, c'est Oui, bon. en fait, parce qu'il y a la l'embargo Turquie sur la achète Russie. au Canada. Ouais. Après, la Turquie, je sais pas à qui elle le revend. Elle doit le revendre à quelqu'un d'autre, qui le revend après au Bélarus, et le Bélarus Ouais, le revend La après Turquie à peut le vendre à la Russie. Russie. Hein, la Turquie Ou est la pas- Turquie directement. C'est pas comme si Erdogan et Poutine étaient vraiment en conflit l'un Ouais, avec tu C'est l'autre. son ami. Turquie, Bah, Turquie Mais c'est lui un qui l'a peu, mis en place. ouais. C'est littéralement Poutine qui a mis Erdogan en place. Mais donc, Turquie, quand même, encore un joueur, encore, ça montre encore que l'OTAN, c'est quand même une drôle d'alliance avec la Turquie Ah oui. là-dedans. Ça montre complètement qu'on est aux deux extrêmes quasiment, mais bon. Mais en même temps, qui d'autre peut faire le middleman à ce point-là? Tu sais, la Turquie, je pense que quand tu es dans l'OTAN, c'est un membre que tu ne peux pas tu peux pas le permettre perdre. Mais c'est de eux le qui perdre. payent hein, la Turquie. Moi, C'est Tu vois. l'OTAN qui paye la Turquie pour qu'elle reste, pour garder Non. les rangs de missiles. Moi- Parce que imagine demain, tu as à quoi 200 Mais même, km ce serait-ce que la mer Noire, genre. 200-300 km d'Israël, tu as des missiles russes. Oh, Israël. Ou juste pas de l'OTAN. des rigolos. Bon, bah. Non, donc c'est pour ça que les sanctions sont un peu inefficaces, entre guillemets. Puis, tu sais, business is business. Tu sais, ça va continuer. Je- Le complexe militaro-américain. Mais exactement, c'est ce complexe-là qui est en train qui gangrène les États-Unis depuis toujours. Et on parlait de middleman. Le vrai middleman, ça devrait être les États-Unis. Parce que c'est ça, Wow. ça devrait. Mais attendez, moi, je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Et les États-Unis devraient aspirer à mieux. Et une puissance hégémonique n'est pas là pour imposer sa puissance sur tout le monde. Non, mais. Comme ça, surtout au 21e siècle. Je dis pas que ça va arriver au les, rien. les mais Russes ne laissez-moi- voudraient jamais négocier avec jamais. les Américains sur l'Ukraine. Mais Même c'est la directement. Russie ne laissera jamais les Mais États-Unis c'est garder c'est exactement ça. Ça montre vraiment que les États-Unis devraient avoir une place de négociateur, de quelqu'un qui arrive pas avec des gros fusils, qui arrive avec son calepin de notes, ses petites lunettes, fait, OK, on vient, on va négocier. Mais ça, c'est Parce le que- Canada et ça a donné rien. Oui, ben c'est ça, mais sauf que les Parce États-Unis qu'ils n'ont au pas moins, la force diplomatique, tout en simplement. tant que négociateur, les Mais- États-Unis auraient tellement plus de pouvoir pour négocier, mais sauf que le complexe militaro Alors, industriel. pourquoi tu négocierais avec les Américains? Parce Mais- qu'ils ont l'arme nucléaire. Ben oui. Donc, tu es Mais- obligé d'avoir un complexe militaire énorme si tu veux qu'on commence à te parler. Attendez, Pourquoi attendez. on parle à la Non, Russie? la La France Russie, n'a on la pas- laisse faire beaucoup de trucs, c'est uniquement parce qu'ils ont des armes de destruction massive. On fait comme si Mais la la France France aussi, n'existait pas. La France est actuellement le middleman, hein, les gars. La France fait actuellement depuis le début. Oui, du mais c'est conflit, pareil, elle a Macron un- et au milieu. Et d'ailleurs, Elle a un Astro complexe fait, militaire incroyable. Ah oui, oui, bah, la France Enfin- est le deuxième ou troisième plus gros vendeur d'armes. Mais la France a moins ce passif récent d'intrusion dans les pays étrangers.
Tu sais, les États-Unis sont l'hégémon, mais tu peux pas enlever tout ce qui fait des États-Unis les États-Unis. Le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. Ce qui fait que tout ça peut pas être. Tu peux pas être le middleman. Tu sais, tu vois, dans la médiation internationale, on essaie de prendre des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais, des choses comme ça, parce que justement, ils représentent un petit peu, bon, bah, tu as un assez gros GDP pour pouvoir peser dans la balance, mais t'as pas l'arme nucléaire, t'as pas tellement fait de guerre, t'as pas tellement de gros passé colonial, donc tu peux jouer ce rôle-là. Et Macron, en étant à l'époque le président de l'UE, enfin, à la présidence de l'UE, a pu jouer ce rôle-là. Actuellement, c'est l'Espagne qui prend la présidence. Le problème, c'est que l'Espagne n'a pas de leadership, là, donc c'est un petit peu plus dur. Mais Macron a gardé ce rôle-là, et je pense que la France est dans bonne position. Mais actuellement, tu vas négocier quoi? La paix, clairement, je ne dis pas que l'Ukraine ne la veut pas, mais pas dans les conditions qui sont acceptées par la Russie. On n'a pas accès non plus à ces traités-là. On ne sait pas ce qui est accepté. Il faut qu'il y ait une négociation de paix en ce moment. Ouais, mais imagine, c'est perdre le Donbass, qui est et le deuxième, c'est quoi? Le Donbass, qui est la Crimée aussi. Et la Crimée, ils l'ont déjà perdu, mais il y avait 2 régions. Il y avait Ouais, le mais Donbass pas- qui est... Bah, Les deux zones qui étaient revendiquées par la Je sais Russie. pas comment on dit là. Mais bref, C'est loup quelque chose. si le traité actuel qui est proposé, c'est de perdre les zones à l'Est, entre grandes guillemets, et ça dépend toujours, il faut aussi parler de la vision russe à l'intérieur, c'est la Russie qui a gagné. Parce que la Russie s'est engagée dans ce conflit en disant on annexe l'Ukraine. Ils ont dit on récupère les zones qui ont voté pour nous. Non, mais je suis totalement d'accord, Pidou, avec toi, mais sauf qu'en ce moment, tu es en train de mettre déjà une finalité à ce qu'une négociation pourrait être. Mais non, mais une vraie négociation de paix, c'est ça l'affaire, c'est que tu es en train déjà de mettre des conditions sur les négociations de paix. Tu dis, c'est sûr qu'ils vont perdre le Donetsk. Qui dit qu'il allait faire ça? Imagine qu'après négociation, parce qu'une vraie négociation, ça peut se faire, et ça s'est déjà fait. Le Donbass? Le Donbass, oui. Voilà, c'est ça. Ben, un retrait complet des Russes du territoire ukrainien et aussi doit aussi faire partie des négociations, dans le sens qu'on ne peut pas déjà commencer une négociation en pensant que les Russes vont gagner du territoire. Moi, je pense qu'une négociation de paix, surtout avec qu'est-ce que l'Ukraine montre en ce moment dans cette guerre-là, je vois pas pourquoi ils peuvent pas arriver à la table en disant vous crissez votre camp de notre territoire. Genre, c'est mon territoire et genre, vous avez rien été capable de prendre. Genre, mais il y a eu des référendums, même aussi illégaux et irréguliers qu'ils soient. Il y a eu quand même des trucs qui ont fait que, à la base, Poutine, tu sais, il faut remonter quand même à l'origine. Il a dit on vient récupérer les territoires qui ont voté pour nous, qui ont voté pour se rallier à la Russie. Donc, il est arrivé dans un territoire qui était le sien. La prise de Kiev, c'était pas pour prendre l'Ukraine, en tout cas pas dans pas dans l'esprit, le leitmotiv vraiment qui était affiché du truc. C'était en mode, bon bah voilà, on va soumettre notre opposant de telle manière à garder les deux zones. Un peu comme la France a fait avec l'Alsace-Lorraine, un peu comme tu fais généralement avec les guerres de territoire. Très, très bon avec l'Alsace-Lorraine, pour vrai, puis je suis très content que tu amènes ce point-là. On a arrêté les pays du monde entier se sont dit, après la Première Guerre mondiale, qu'on arrêtait de faire des trucs comme ça. Qu'on arrêtait. Ils se l'ont dit, mais c'est comme toi et moi, on se tape dans la main aujourd'hui, mais demain, finalement, on peut être en désaccord puis se dire, fuck that. Il n'y a plus d'annexion qui est possible ou qui est rendue légitime au point international. La Géorgie, la Crimée. Oui, mais exactement. Oui, voilà. C'est ça, mais est-ce que ça n'a pas été accepté au niveau international? Ah bah excusez-moi, les traités où Merkel et Hollande étaient là, ça a fait les accords de Crimée. Qui n'ont pas été respectés par personne. Qui n'ont pas été respectés, certes, mais il y a eu un traité international qui a justifié une action d'annexion d'un territoire souverain par un pays étranger. J'ai pas parlé. Moi, j'ai pas parlé d'annexion d'un pays juste comme ça, une annexion par la force. Donc en ce moment, excuse-moi, c'était la force quand même. Ils sont arrivés avec les tanks et tout en Crimée. Hein. Après un référendum entre guillemets. Avec un référendum. Ouais, après un référendum. Au Donbass et au Donetsk aussi. Non, c'était pendant la guerre qu'ils l'ont fait. C'est ça, parce qu'ils ont fait un référendum. En septembre, il y avait eu un vote l'année dernière. Non. Si, non mais si, l'année dernière il y en a eu un, mais c'était déjà la guerre quand ils l'ont fait. Fact-check Non mais quand t'as l'image avec Poutine, avec tous les gars qui serrent la main et tout, ça c'était pendant la guerre. Peu importe. Regarde pré-guerre. Non mais peu importe, même si c'est pré-guerre, en ce moment, même s'il y a eu un référendum, le référendum peut être débattu au niveau international. Oui, bien sûr. Mais sauf que là, tout a été selon moi, tout a été déconstruit la seconde que Poutine a mis les pieds en Ukraine en disant je les prends de force. Il aurait dû attendre cette négociation-là, OK, on a eu un référendum, qu'est-ce que ça veut dire pour la population? Est-ce que la population veut vraiment venir? Est-ce que l'ONU doit s'en mêler ou quelque chose comme ça? C'est ça le but. Depuis la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de prise un peu de dire je suis plus fort, je vais prendre un de tes territoires. Ça ne constitue plus une légitimité au niveau international. Mais t'as pas besoin de légitimité au niveau international quand t'es la Russie. Regarde juste ce qui se passe en ce moment.
À aucun moment, les traités de l'ONU acceptent ce qui se passe en Russie. À aucun moment, même la Syrie a été très longtemps critiquée. La Syrie, c'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini, non. Mais à un moment, c'est des règles qui sont comme, oui, écrites, mais à la fin, le gars va tirer le premier coup de feu. On n'a pas vu les casques bleus. Et ça, c'est un gros sujet que j'aimerais qu'on amène. Pourquoi on n'a pas de casques bleus actuellement qui sont déployés en Russie, en Ukraine? C'est terrible. Ils sont littéralement censés faire cette ligne de front pour stabiliser le conflit et amener vers une médiation, amener vers tout ça. Et on n'a pas réussi parce qu'au Conseil de sécurité, ça passe pas. Non. Parce que de toute façon, c'est terrible pour eux, mais leur rôle, c'est de se faire shooter là. Et ils ont le droit de répliquer, etc. Mais ils doivent stabiliser la ligne de front. Le problème, c'est que moi, je mets vraiment en ce moment en doute l'Ukraine qui dit qu'ils veulent la paix. Oui, ils veulent la paix, c'est certain, etc. Mais je ne pense pas que les conditions dans lesquelles ils la veulent sont du récit international. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. Qu'est-ce qu'ils voudraient donc? Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, ils veulent revenir aux frontières pré-guerre, Ben voire oui. même pré-Crimée. Oui. Voilà. Le problème, c'est que la Crimée, ça a été signé. Encore une fois, comme tu dis, ça peut être remis en jeu étant donné qu'il y a eu la guerre. Mais il y a un moment où la guerre, il va falloir qu'elle s'arrête. Et je dis ça en tant qu'occidental qui paye pour cette guerre. Parce que mes impôts payent pour cette guerre d'un moyen ou d'un autre, en aide internationale, en munitions, en tout ce que tu veux. Il y a un moment, si l'Occident dit stop, l'Ukraine va pas avoir le choix de dire stop. Et il faut qu'il dise stop avant que les aides arrêtent. Parce que si demain, ils sont à court de munitions et que l'Occident a dit je paye plus, bah là, ils se mettent à perdre la guerre. Donc il y a un momentum où il va falloir viser pour la paix. Et puis à la fin, la prise de territoire ou pas, pour moi, ça compte pas. Ce qui compte, c'est les vies humaines. Si tu perds le Donbass et le Donetsk, et que tu permets d'avoir des couloirs humanitaires qui permettent de rapatrier ta population qui ne veut pas faire partie de la Russie parce qu'ils vont subir tout ce que les Géorgiens ont subi, tout ce que les Tchétchènes ont subi, à ce moment-là, tu peux arriver vers des accords de paix qui sont pertinents. Astro, tu avais fait un petit fact-checking sur les référendums. Alors il y a eu un référendum le 11 mai 2014, donc c'est effectivement avant la première guerre. Enfin, parce que du coup, la guerre, elle s'est jamais vraiment finie, je crois, dans le Donetsk et dans le Donbass. Là, ça fait longtemps. Parce que même s'il y a eu les accords de paix, elles ne sont pas arrêtées. Mais c'est un référendum Allez, c'est bon, je la refais. Autodétermination. Merci. Mais il a été fait. Alors, les organisateurs du référendum ont reconnu trafiquer les résultats à l'avance. Et il a été ni reconnu par l'Union européenne, ni par les États-Unis, ni par Kiev, etc., etc. Donc, il y a eu effectivement un référendum qui a eu lieu avant, mais qui n'a été reconnu par personne et qui n'a pas été fait sous l'égide de l'ONU, qui, je pense, autour de la table, on est tous d'accord pour dire que c'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens les plus safe qu'on a de dire si c'est bien fait ou pas. Mais pour revenir sur les conditions de la paix, moi, je pense que dans tous les cas, les États-Unis en fait, je pense que l'Ukraine, c'est vraiment le parloir des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, on le voit dans le discours que le directeur de la CIA a fait récemment. Il l'a dit très clairement, il a dit ce qui se passe en Russie en ce moment, c'est la chance d'une génération de déstabiliser. Il n'a pas dit ça comme ça, mais la chance d'une génération, c'est lui. Mais tu sais, de déstabiliser entre guillemets un régime. Et ça serait la chance finale, entre guillemets, de battre son ennemi, tu vois. Je veux dire avec la révolte de... Non. Oui, avec la révolte, mais aussi globalement ce qui se passe avec l'Ukraine. C'est-à-dire que tu as toutes les conditions réunies pour que un État tombe, entre guillemets, tu vois. Tu as une population qui n'est pas à fond derrière une guerre, tu as une guerre qui dure, où ils n'ont pas de victoire claire, et tu as maintenant un régime qui est fragilisé, quoi qu'on en dise. Ça me rappelle le tsarisme, ça. Même si, quoi qu'on en dise aussi, Poutine, pour moi, il m'a plus fait penser à Erdogan durant cette révolte que réellement à un leader qui allait se faire démembrer, tu vois, plus qu'à Mussolini à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'ils essayent de pousser jusqu'où ils peuvent aller. Tu sais, les drones, jamais les États-Unis n'auraient tenté d'envoyer un drone, voir jusqu'où il peut aller. Genre, je pense que les 2 drones sur Moscou, sur le Kremlin, s'ils ont eu lieu, c'est juste pour voir jusqu'où ça peut se rendre. Jusqu'où ils peuvent frapper. Genre, t'imagines tester ça en conditions réelles? De savoir, c'est pareil, si la Russie avait l'occasion d'envoyer un drone sur la Maison Blanche, mais tu te dis, mais jusqu'où ils peuvent aller? Et surtout qu'il y a eu des rapports secrets de la CIA qui ont été révélés par les Ukrainiens eux-mêmes. Et ça, c'est dans des... Et en fait, ils ont dit qu'il y a déjà eu plusieurs drones qui se sont avancés. Et ils ont testé petit à petit, voir jusqu'où ils allaient, s'ils allaient dans les bases militaires, s'ils allaient plus loin dans la région, etc., etc., tu vois. Donc,
Je pense juste que leurs conditions, ils le savent qu'elles sont irréalistes et ils essayent de voir jusqu'où ils peuvent aller. Tu sais, ils demandent ils demandent la main, mais ils vont essayer de te bouffer le bras au complet, tu vois. Et ils le savent. Et ils sont prêts à back sur plein de trucs, je pense. Donc ce que Ils tu sont avances, prêts à c'est que back c'est sur les la Crimée, États-Unis par qui exemple. permettent d'entretenir le conflit pour continuer à tester grandeur réelle leur Leur équipement. armement, leur stratégie, leur diplomatie. Et surtout, moi, je pense que la guerre de fond fondamentale pour les États-Unis, c'est de dire au monde entier, vous pouvez pas nous tester, premièrement. Personne ne peut s'asseoir à notre table. Et surtout, d'envoyer un message clair et net à la Chine, c'est ça qui va arriver. Genre, vous pensez Ouais, qu'on mais est la une Chine a nation en train de... énormément de données aussi qui Non, tirent non, de non, ça. mais... Oui, oui, non, non mais... Ils Oui, peuvent évaluer les capacités d'attaque des États-Unis, comprendre leur équipement. oui, ça tout à fait. Mais Et- ça encore, faut réussir à le prendre. Je sais pas jusqu'où la Russie est pas dans une optique de destruction, mais aussi dans le fait que, regardez les sanctions internationales, regardez tout ça, ça va être ça. Mais là, imaginez, il n'y a pas un soldat américain sur le front. Il n'y a pas un avion américain, il n'y a pas un F-16, sachant que ils sont déjà au F-32, et là, ils ont développé un avion slash drone qui est un truc... Enfin, c'est une dinguerie, le truc. Genre, ça a réussi à bait les missiles hypersoniques. Oui, parce que. Ils arrivent à avoir sur des porte-avions aussi, juste pour venir sur ça, Ouais, non, non, mais c'est. des moyens de détruire les drones d'attaque avec des rayons laser, littéralement. Genre, C'est pas interdit ça les lasers c'est pas interdit les armes à sous-munitions. Non. Genre- Ouais, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tout est une question de point de vue, les amis, dans Ce la que vie. je veux dire, c'est que C'est bien le poncif, c'est. je pense que les États-Unis sont juste dans un... Tout le monde, comme l'a dit Macron en 2018-2019, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Non, ça c'est Trump qui a dit ça. Non, c'est Macron. Allez, on va repartir sur un fact-checking à la fin de ma phrase. Mais je pense que ils sont vraiment en train de montrer au monde entier qu'ils tiennent encore la route, qu'il faut pas les chercher et que c'était ça? Ouais, c'est bien Macron, excuse-moi. Yes. Et que voilà, et que le conflit de fond, c'est la Chine, parce que depuis l'administration Obama, la Chine a été décrétée comme l'ennemi numéro un. Et d'ailleurs, le cauchemar de Poutine, c'était un jour où Xi Jinping et l'administration américaine ne parleraient sans lui. Et tu sais, sur les relations internationales. Donc pour les négociations de paix, moi je pense qu'ils sont prêts à back sur beaucoup de choses, tant qu'ils ne perdront pas le combat. Donc c'est-à-dire tant que Kiev ne tombera pas, tant Mais c'est que ça, il l'Ukraine faut ne qu'ils s'en tombera foutent. pas. Qu'il soit soutenu encore. Mais la Crimée, je pense que dans la tête de tout le monde, c'est perdu. Enfin, c'est russe. De toute façon, c'est une base militaire très difficilement prenable. Donc, bon, c'est. Voilà. Et après, le reste, je pense que ça va être. Ça dépendra de l'avenir aussi de Poutine, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la révolte, entre guillemets, qui s'est passée? Et quel avenir vous voyez pour le régime russe plus globalement? Et quel avenir dans un état de guerre? Et dernier point. Aussi pourquoi Zaporizhia, bof, parce que la dernière fois qu'une centrale nucléaire a déraillé, dans un territoire qui appartenait à l'URSS, on a vu ce qui s'est passé aussi. Donc, C'est-à-dire l'URSS, c'est un des premiers jalons de l'effondrement de l'URSS fondamental, c'est aussi c'est Wow. Tchernobyl. Ah non, mais si, parce que en fait, ils se sont rendus compte, les services secrets se sont rendus compte que l'URSS ne fonctionnait plus, parce que, si je dis pas de conneries, c'est les Finlandais ou les Suédois l'ont su avant Les Finlandais. l'état-major. Les Finlandais. Les Finlandais, c'est Vous ça, le voyez- avec les le- vents. Le nuage. ouais. Ouais, Ils vous le l'ont voyez su. très bien dans la série d'ailleurs. que Ouais, je Tchernobyl, conseillerais, ouais, de HBO Max, ouais. Et dans le mes nuage a recommandations vraiment de fin. arrêté aux frontières de la France. Non, ça c'est... Et Alors genre, attention, ça c'est très Non, mais- débattable ce qui s'est passé, d'accord? tout ça pour dire que stratégiquement, ils se sont rendus compte que l'URSS ne savait pas ce qui se passait sur leur propre territoire, Ah oui, mais à totalement, des oui, niveaux, à partir du moment où une centrale fonce sur elle-même n'était pas au courant, c'est que c'était... Et donc c'est pour ça que ça montrait l'aspect dysfonctionnel de l'État. Et il y a beaucoup d'historiens qui disent que ça a été un des moments où... c'est pour ça que les Américains sont allés all-in après en Afghanistan aussi. Dans la première guerre d'Afghanistan face à l'URSS, ils ont Donc mis c'était encore quoi, plus c'était d'armement. quoi la question? C'était juste Question sur la révolte de. sur la révolte de Poutine, Ah, donc c'est la révolte des Wagner. Là, donc, Ouais, de du groupe Wagner. Du groupe Wagner. de la Valkyrie. Oui, exactement. Moi, je crois que ça... Wagner, pas Valkyrie d'ailleurs. Ah, mais c'est Wagner qui a fait la musique là, non? Ah ok, d'accord. ok. connaît ton Donc- classique. Non, mais je croyais qu'il pensait que le groupe s'appelait les Mais Valkyries. non. Faut quand même donner un peu de crédit à Astro, des fois. Merci. Moi, je crois que
on peut pas non plus spéculer trop non plus là-dessus. C'est quand même la Russie a quand même choisi son combat. Elle a quand Est-ce même... que tu trouves qu'il a réussi, Poutine? À Non, mais tenir attends, son il a pays? pas non, dit mais une attends, phrase, le laisse-moi pauvre, là. mais Non, mais placer, réponds. laisse-moi placer mes trucs. Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire à cause de toi là. Non, mais vous pouvez Donc, pas dire Wagner, ça. les amis. Jean-Michel Apathy. Donc c'est parti. Il est en Donc train mon de avis, passer moi Je me perso, souviens plus, Attendez, je vais tu réessayer. peux rebondir si tu veux. Oui, puis- sinon, vas-y. Ouais, rebondis. Tu me coupes dès que c'est revenu. Ok, moi ce qui m'a vraiment impressionné, Mais c'est tu que trouves qu'il a réussi ou pas? ce qui est vraiment impressionnant, c'est que ce groupe-là, la Wagner, moi je l'ai beaucoup suivi quand il était il est encore en Afrique. Et Et ravi à retrouver. j'ai Donc, retrouvé mon idée. la Donc- suite après le prochain épisode. Exactement. Désolé Pidou, mais bon, c'est la faute d'Astro. Donc, la Russie, elle a quand même choisi ses combats dans le sens que quand elle décide de rentrer en guerre, elle a décidé de faire affaire avec des groupes de mercenaires, donc, dans le sens qu'elle savait que son armée n'était pas capable de pousser à la force qu'elle voulait, donc elle a décidé d'y aller avec des groupes mercenaires, comme Wagner. Et ben, malheureusement, ça s'est retourné contre eux et ça montre que la Russie est peut-être un peu moins préparée qu'on le croit pour ce genre de guerre-là. Et ben, ça montre malheureusement que Poutine n'est pas intouchable dans le sens qu'il s'en allait, il montait vers Moscou. Bon, tout dépendant, on n'a pas la tractation de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est là, où est-ce qu'il est, le fameux monsieur. Il avait qu'une barbe et des lunettes On ne quelque sait part pas. dans le monde. Ouais, on ne sait littéralement Avec un pas où il est. faux nez, Ouais, un faux nez et tout. Il va tomber. Lui, il est à côté du Kremlin en mode. Lukashenko. En photo, comme Pablo Escobar Comme quand il Pablo est à Escobar, la Maison c'est Blanche. certain. Il a Comme pris ça. une petite photo bouche là. Lukashenko a dit qu'il n'était pas en Biélorussie. Donc là, où Il a est-ce dit qu'il même est? qu'il était en Russie. Oui, il était en Russie, mais sauf que s'il est en Russie, bon, il est C'est où? grand la Russie. hein. C'est ça. Ce à quoi Peskov a dit on ne suit pas les mouvements de Wagner. Je suis en mode. Bon. Donc, on voit qu'il y a quand même une. Moi, je trouve que c'est quand même une grosse craque dans le qui montre que cette espèce de mur-là que voulait montrer la Russie, la Russie de Poutine, qui est quand même très grand, très. Tu sais, une machine de guerre, ben, on voit que un groupe militaire qui s'est fait donner tous les pouvoirs sur le front, ben, ils se sont plantés. Ils se sont plantés parce que vous l'avez vu vous autres aussi. Ils s'en allaient marcher vers Moscou et ben, les villes que Wagner libérait, ben, bon, tout dépendant selon la propagande Libéré là. de libérer Il n'y a aussi pas eu de selon- raid aérien vraiment fondamental de Non, la part de. exactement. Comme ils ont fait sur Mariupol. Les villes ont juste laissé. Oui, ouvert exactement. leurs portes, Donc, là. ça fait juste montrer qu'il y a peut-être un ras-le-bol en Russie. Il y a peut-être quelque chose à regarder avec ça et ça montre que Poutine n'est pas intouchable, n'est pas la personne omnipotente qu'il croit être. Et c'est pas une victoire à ça non plus. Puis je veux vraiment le mettre comme ça aussi. C'est pas une victoire, c'est pas le camp du bien est en train de gagner en ce moment. La guerre, c'est mal. Et tu sais, ce qui se passe en ce moment, c'est très malheureux. Et que Poutine se fasse faire une révolte, c'est aussi malheureux que Zelensky qui se ferait faire une révolte dans son pays. Ça ne va pas bien en ce moment. Et des pays puis des gens qui meurent comme ça pour rien. Parce que c'est littéralement pour rien en ce moment. oui, on est en train de se battre on est en train de se battre sur des frontières qui devraient être gelées depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ben, pas Deuxième Guerre mondiale, mais bon, après la chute du mur de Berlin, puis la chute du bloc soviétique, on devrait rester avec ces mêmes frontières-là. Et là, on essaie de jouer sur des kilomètres, sur des centaines ou des petits milliers de kilomètres, quand on en a des dizaines de milliers à travers l'Europe. Donc, je trouve ça insensé. Donc, je voulais juste le mettre aussi d'avant que cette rébellion-là, oui, ça peut sonner un peu peut-être c'est un peu le chant du cygne de Poutine, donc c'est la fin, mais en même temps, je pense pas qu'il faut se réjouir de choses comme ça parce que si Poutine tombe, ça va très mal se passer en Russie. Personnellement, je pense qu'on a vraiment occidentalisé cette révolte aussi. On l'a vu avec des yeux très occidentaux. On a essayé de regarder ça un peu de manière putsch. Tu sais, moi, je veux dire encore une fois, avec ma perspective française, je pense au coup d'État, aux choses comme ça. Ouais, exactement. On voit ça vraiment, un militaire qui arrive et qui défie le pouvoir, c'est pour prendre le pouvoir. En fait, pas forcément, pas à chaque fois. Il l'a même annoncé lui-même, il n'était pas là pour détrôner Poutine, il était là pour défier l'autorité par rapport à ce qui s'était passé sur son groupe. Et comme je disais un petit peu plus tôt, Wagner, je les ai beaucoup suivis en Afrique. Et c'est terrible ce qu'ils font en Afrique. Ah oui, c'est C'est-à-dire complètement que terrible, c'est dégueulasse. On a vu littéralement des peuples d'Afrique subsaharienne se lever contre l'armée française sur leur territoire, mais on voit aujourd'hui que ces peuples-là ont été payés par la Russie pour faire des fausses manifestations. C'est ultra facile d'ailleurs. Il y avait Dominique de Villepin qui disait, c'est très simple, vous avez 10 000 euros, vous pouvez faire soulever des centaines de personnes, faire des affiches en 2 jours.
c'est super facile de faire ça et de faire les grandes lignes. Mais c'est vrai que bon, la France, de toute façon, avait déjà protégé ses intérêts. Il n'y avait plus beaucoup de... Voilà. Mais aujourd'hui, les forces d'intervention qui restent, entre guillemets, là-bas, c'est Wagner. Et c'est Wagner qui protège contre les islamistes, soi-disant, etc. C'est terrible ce qu'ils font en Afrique. Et moi, je m'attendais à quelque chose qui soit très puissant en Ukraine. Ben, et j'ai j'ai pas croyé compris. aussi parce que je pensais qu'il y avait vraiment les coups des franges dans le sens que ben, Poutine leur avait dit ben, vous y allez. Genre, Ben voilà. vous me gagnez du territoire coûte que coûte. C'est ça. Et justement, cette force de frappe qu'ils ont eue en Ukraine s'est retournée contre Poutine parce que ce soit vrai ou pas, ils se sont fait bombarder leur camp, ont perdu pas mal de troupes, etc. Ça aussi, c'est hautement contestable actuellement parce que c'est vrai qu'il y aurait des rapports comme quoi il y aurait potentiellement du fake derrière ça. Bref, en tout état de cause, ils ont avancé très vite vers Moscou. Moscou s'est barricadé du mieux qu'ils ont pu très rapidement, mais je ne sais pas si on peut tirer une conclusion que la population aurait soutenu non plus ce coup-là. La population je pense reste qu'ils favorable auraient- à Poutine. Pas favorable à cette guerre, mais favorable à Poutine. Non, ils sont favorables à la stabilité, je pense. C'est pas Oui, mais pareil. Poutine, c'est la stabilité. Est-ce Depuis qu'il est vraiment, mais- est-ce qu'il est vraiment en train de faire de la mais- stabilité en ce moment avec c'est cette ça. guerre-là? Mais- Moi, je pense que les Mais gens je pense commencent à que, se réveiller par que rapport à ça. Prigojine est beaucoup moins stable que Poutine. Oui, oui, Dans ça, l'ordre. c'est certain. Mais Prigojine, s'il y a c'est un ancien mec plus criminel, stable- comme- Non, mais tu sais, mettons Medvedev tenterait un coup, les gens seraient peut-être plus chauds pour lui. Oui, parce mais qu'il représenterait une image stable. ce que je veux dire, c'est que Poutine, c'est depuis comme maintenant plus de 25 ans, là, quand même. Ouais, non, Ouais, 20 ouais. ans, 20-25 ans. 23 ans, c'est depuis 2000. C'est ça. 2000. Facile à retenir. Ouais. Depuis 2000, il est arrivé, tu sais, mais il était déjà tu sais, dans les Il était, coulisses un ouais, petit il peu était avant. il hein. était au KGB avant, après ça, il restait au gouvernement quand Brejnev était là. Donc, En 20 ans, il a triplé le niveau de vie des Russes. Triplé, hein, tu sais, je veux dire, on sort d'une crise il y a 10 ans, on a Poutine qui arrive et on triple notre niveau de vie en 20 ans. Tu sais, il n'y a aucun pays occidental qui a triplé son niveau de vie en 20 ans. Loin de là, on a plus que perdu. Il y a de la stabilité, tu sais, c'est un énorme territoire. C'est un territoire avec beaucoup de ressources. C'est un territoire avec des populations très différentes, etc. Il y a une guerre à l'ouest. Oui, il y a une conscription, mais comme cette conscription n'a pas non plus appelé tous les Russes de 18 à 30 ans, là, comme ça a été très limité, etc. Et aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Et les sondages, ils valent ce qu'ils valent, malheureusement. C'est encore une fois, c'est ce que je disais sur l'opinion, c'est que même si on veut se détacher de nos médias occidentaux, la seule, alternative, c'est les médias russes qui, eux, sont de la propagande. Donc c'est très difficile, je pense, à jauger, mais il y a un soutien. Parce que s'il n'y avait pas un soutien, ça irait vraiment mal et il y aurait eu une faction de la population qui aurait rejoint Wagner. Moi, ce que je me Non, puis demande... il y aurait eu des énormes répressions, puis ça, on l'aurait vu. Voilà. Mais Genre dans toutes par les les villes, réseaux il y aurait eu des sociaux, par les trucs soulèvements et tout, on l'aurait vu, oui. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que Wagner tourne les talons. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, je vois ce que Wagner fait en Afrique, c'est que Wagner ne recule pas. Et là, l'excuse de Prigojine, ça a été, non mais je veux éviter qu'il y ait d'autres sangs russes qui coulent. Le sang russe qui coule, ça l'a jamais gêné là en Afrique. Là. Je veux dire, Jamais. ces troupes Jamais. là, elles se jettent sur le front. Tu sais, il va les chercher dans les goulags, dans les prisons actuelles. Ils disent, bah voilà, c'est soit vous continuez toute votre vie là-dedans, soit vous venez vous engager. Je veux dire, les gars, ils sont à fond là, ils sont entraînés, ils sont maltraités, ils sont tout ce que tu veux, mais ils sont bons. C'est sur le terrain, c'est des assoiffés. Est-ce qu'il a eu un deal en mode, bon, tu vas perdre, donc prends la sortie de secours, et puis voilà. Tu sais, Wagner aujourd'hui, il se fait assimiler, c'était il y a une semaine là, à peu près un peu plus. Ouais. Si j'ai bien compris, ils se sont fait réquisitionner leurs armes, et ils ont proposé aux soldats d'intégrer l'armée régulière. Exactement. Ils ont clairement perdu. Oui. Poutine a survécu à ce soulèvement, tu sais, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. Et il a prouvé que la population n'allait pas rejoindre ça. Il n'y a pas eu vraiment, il y a pas eu d'appel aux armes Je suis dans le d'accord, je suis territoire. d'accord. Donc moi, quasiment, même si les médias occidentaux disent l'inverse, et ils sont peut-être plus intelligents que moi à ce niveau-là, moi je vois un retour de force de Poutine assez exceptionnel. Tu survis un coup d'État, c'est pas donné à tout le monde. Tu en ressors grandi avec des équipements militaires et avec des troupes en plus. Bon, bah à la fin, tes pertes, tu les as vraiment limitées. Puis oui, il a Ouais, perdu quoi, mais- 8 hélicoptères. Bon, c'est comme... On ne sait pas non plus le message que ça envoyait aux gens autour de lui. Hein. Mais le message, fait- il aurait été immédiat ou pas du tout. Non, tu vois les faiblesses, tu vois le... Tu veux dire dans le gouvernement ou dans la Dans le population? gouvernement, Ah, ça, oui, ça, oui, je peux oui, te oui, rejoindre. au sein de l'état-major, on ne sait pas ce que certains pensent, que d'autres se disent, bah en fait, la fenêtre d'opportunité, elle Enfin, existe. Il est très bon Poutine hein, là-dedans pour purger. Hein. Oui, il est très bon, mais reste que je pense qu'au bout d'un moment, il va... Enfin, il y a beaucoup de gens qui risquent de vouloir...
être calife à la place du calife, ou en tout cas se rendre compte que ça marche pas. Enfin, Mais pourquoi C'est- ça marche pas? C'est ça. non, là. mais qui vont se dire qu'il ferait mieux qu'à sa place et que ça fait trop longtemps qu'il est là et que de toute façon c'est embourbé avec la guerre en Ukraine, etc. Et que, bah, par exemple, un des gros enjeux qu'ils ont, c'est que sur la place internationale, c'est devenu des parias. C'est quoi qu'on en dise. Je veux dire, à partir du moment où ton président peut plus se déplacer dans des pays comme il souhaite parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est que ça va pas bien, tu vois. Quand il peut pas vraiment aller, on ne sait pas s'il va aller en Afrique du Sud en août ou pas, tu fais bon. Que tout le monde est obligé d'aller Qu'est-ce le qui se voir passe lui. en Afrique du Sud pour nos C'est auditeurs? ah oui, c'est le rassemblement des BRICS. Donc c'est les Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, donc Afrique du Sud. Et ils se rencontrent tous les, je sais pas combien, c'est l'équivalent du G20, mais entre eux en gros. Ouais, exactement. Et normalement, tous les leaders de l'État y vont. Mais Poutine, comme il a le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et si je dis pas de bêtises, l'Afrique du Sud le reconnaît, la Cour pénale internationale, devrait techniquement l'arrêter. Parce que normalement, tu peux te faire arrêter par la Cour pénale internationale que dans les pays qui reconnaissent cela. Donc par Ça exemple, serait incroyable. Imagine, ce qui est tu fou, te c'est réveilles un que matin et tu as l'alerte sur ton téléphone. Vladimir Poutine arrêté par les services. t'imagines qu'il peut aller aux États-Unis, mais pas en Afrique du Sud. C'est quand même fou. Parce que Ça serait incroyable. Ça les serait États-Unis ne reconnaissent fantastique. pas la Cour. Légendaire, le gars, il est à New York City, là. Devant la Maison Blanche, lui aussi. Avec la photo, À Washington, là. Ouais. avec un hot dog et des oreilles de Mickey. De toute façon, Mais c'est un oui. voyageur temporel, Poutine. Là, on a des images de lui d'il y a 100 ans. Là, tu sais, comme c'est pas C'est- Mais donc, la même personne. donc tu sais, au niveau international, et puis je pense que au niveau de l'état-major, un des coups qu'on n'a pas vraiment parlé, mais qui pour moi a dû être. Moi, je suis dans l'état-major, je me dis, mais pourquoi on a fait ça? C'est la Finlande. À partir du moment où la Finlande rentre dans l'OTAN, Mais que genre, il y a des on rampes l'avait de. dit, c'est pour ça qu'on Genre, voulait pas. c'est tellement la pire chose qui pouvait entre guillemets arriver parce que même si tu gagnes l'Ukraine, même si l'Ukraine devient un état tampon, même si ça devient l'Allemagne de 1945, même si tout ce que tu veux, le fait qu'au nord, la Finlande, qui est un pays de détraqué mental au niveau de l'armée, c'est un des rares pays où l'URSS s'est pris une branlée historiquement, qui a je sais plus combien de milliers de kilomètres frontières avec toi, qui est Je pense que tu surentraîné. viens de doubler le Ils nombre ont de doublé frontières. la Tu frontière doubles- tu entre doubles la l'OTAN et la frontière. Russie. C'est monstrueux. Tu fais, mais qu'est-ce que. En plus, avec la guerre, entre guillemets, qui se dessine en Antarctique, la guerre économique qui se dessine, tu as un allié supplémentaire. Enfin, c'est stratégiquement parlant, c'est terrible, à tel point que quand il y avait la Finlande voulait rejoindre, la Russie a dit nous, on n'a pas de problème avec la Finlande. Tu sais, genre, il a pas dit. Non, ouais, c'est ça, dans le sens genre- que comme, moi, c'est pas mon ennemi. Dans le sens C'est que ça, il y avait- oui, il y avait il y avait un peu de peur. Donc moi je me dis c'est ça quand tu es au sein de l'état-major, tu te dis bon, il y a en fait le problème de Wagner c'est que ça a mis dans la tête il y a une fenêtre d'opportunité qui existe. Qui va la prendre? Moi, je pense que c'est surtout qu'il ne se serait pas lancé là-dedans s'il ne savait pas qu'à l'intérieur du gouvernement, il y avait du monde qui Bien allait sûr qu'il y a eu des soutenir. soutiens là, il y a un mec qui est mort il y a pas longtemps là, un top général qui est décédé ou qui a disparu, je sais plus. Mais juste pour revenir sur la Finlande, c'était exactement la raison pourquoi moi et Astro, on pouvait pas te rejoindre, Pidou. On était comme, c'est impossible à cause de la Finlande qui est là. La Finlande est à côté de Saint-Pétersbourg, là. Ils pourraient littéralement défoncer la capitale du pays, la capitale politique du pays d'un coup. Genre, dans le sens qu'il y a même pas besoin d'une rampe de missiles nucléaires, ils ont même pas besoin d'avoir un ICBM, ils ont juste besoin d'un missile courte portée, puis ils atteignent Saint-Pétersbourg. Ah oui, c'est Tout sûr. le monde est à côté dans le sens que je vois pas pourquoi, dans le sens que à quel mais- point, mais moi j'aimerais vraiment savoir c'est quoi le endgame de Poutine là-dessus, parce que je vois pas c'est quoi le endgame, genre, ok, peut-être qu'il gagne du territoire en Ukraine, Mais le Mais- coût de la Finlande est Le- monstrueux c'est- par rapport à l'Ukraine. Tout ce C'était- qui va gagner en c'était Ukraine. C'était télégraphié que la Finlande allait arriver. L'Ukraine se fait envahir la Finlande comme je suis la prochaine. Mais oui, Je oui. suis la prochaine. Lui, il va commencer à avoir la mer du Nord. Genre, il va vouloir avoir c'est ça. des ports en mer du Nord aussi maintenant. Il va avoir accès à la France. Il va avoir accès à l'Allemagne maintenant. c'est pour ça que- les Suédois ont sauté une coche. Là. Ça renforce vraiment mon idée de Les me Finlandais. dire que. Oups. Mais les Suédois, peut-être, vont rentrer probablement. Aussi. Probablement. Moi, c'est ce qui 80%. renforce vraiment mon idée que l'accord de paix qui est proposé sur la table, et on n'y a pas accès, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le fait de dire le Donetsk et le Donetsk et le Donbass, c'est le ticket de sortie de tout le monde. Parce que Poutine va en C'est sortir Donetsk gagnant. et Lungest. Donetsk et Longest et le Donetsk. Donbass, c'est quoi? Et c'est une ville dans le. C'est une région dans le Donetsk. Ok, donc Donetsk. J'ai la carte. Ok, parfait.
Bon, C'est bref. une région administrative, c'est juste que c'est une des plus grosses. Ok, parfait. Donc, ces régions-là, c'est le ticket de sortie parce que finalement, regarde, il y a la fameuse phrase qu'ils ont sorti justement pendant la révolte que un chien qui est dans un coin va toujours mordre plus fort qu'un chien qui est en liberté. Oui. Tu sais, Poutine, la Russie va pas tomber de main. Je pense pas que personne se fasse d'idée que l'Ukraine va envahir Moscou demain. Par contre, le fait de geler les frontières et le fait de se dire, bon bah voilà, on a un accord, il est là. Le problème, c'est qu'à quel point tu peux faire confiance à la Russie. La Russie, si tu lui donnes la Crimée en 2014, ou en 2018, 2014, 2014, oui. qu'après, en 2022, ils arrivent et ils disent, bon bah on prend les deux régions-là, il n'y a que l'OTAN qui peut derrière servir de tampon et de dire, oui mais non. Comme voilà, là ces pays-là, tu y touches pas. Mais tu sais, l'OTAN, c'est pas non plus comme un remède miracle et c'est la guerre directement qui attend. Non, ça sera la Moldavie après. Il va Voilà. grappiller tout ce qui ne fait pas partie de l'OTAN et où les gens ne sont pas des détraqués, genre comme la Pologne, parce que même si la Pologne ne faisait pas partie de l'OTAN, ils sont tellement surarmés aujourd'hui et tellement C'est ça. prêts à se battre que t'as pas envie d'aller te fracasser avec eux. Et encore une fois, moi, je pense vraiment aux populations qui sont affectées, et même les populations occidentales, à quel point je suis prêt à soutenir indéfiniment l'Ukraine dans son combat si les accords de paix possibles pour arrêter la guerre sont faisables, sont atteignables. Il y a encore de l'argent à faire, malheureusement, dans cette Ben, c'est guerre-là ça. pour les États-Unis. Et quand il n'y aura plus assez d'argent à faire et que mais- l'opinion publique sera plus du bon bord, mais les De l'argent États-Unis à vont faire se. pour les grandes compagnies, mais pour le peuple qui aujourd'hui, tu sais, on voit nos prix d'épicerie qui augmentent artificiellement de manière idiote, augmenter, on voit les prix de l'essence qui augmentent, on voit Est-ce qu'il y a une tellement de révolte choses au Canada, aux États-Unis? Non, Mais ben ça, ils ça vont fait augmenter. continuer. Ils vont Mais- continuer jusqu'à temps que nous, on en ait marre ou que eux, on en ait marre, quelque Ouais, chose comme ça. Mais ça, moi, encore une fois, excusez-moi, C'est hein, très j'ai pessimiste, j'ai ma vision mais- française, mais c'est du carburant pour le FN, enfin pour le RN. C'est du carburant pour les populistes, même pour l'extrême gauche, qui disent mais attendez, mais comment ça se fait qu'on s'ingère dans des guerres qui sont étrangères alors que nous, on est en train de subir les conséquences nous-mêmes. Donc merde, à un moment, on défend notre peuple, et défendre notre peuple, ça passe par ne pas soutenir les autres. C'est le fameux isolationniste des États-Unis de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre Qui mondiale, a fait leur argent d'ailleurs. de l'entre-deux guerres aussi. C'est pourquoi on irait s'immiscer dans les affaires des autres, ça nous coûte trop d'argent. Bah, surtout que là, actuellement, les Européens, ça nous coûte de l'argent. Ben Mais oui. contrairement aux Américains, on vend pas nos armes et on vide pas nos vieux stocks. Donc on ne fait juste que perdre de l'argent dû à l'inflation et toutes ces débilités boursières qui devraient être arrêtées depuis un an, plus donner énormément d'argent à la reconstruction. Je veux pas que mes paroles soient mal interprétées. Évidemment, il faut aider les Ukrainiens à rebâtir leur pays, Ben oui. et ne serait-ce qu'en termes de solidarité internationale. Et accueillir aussi des Ukrainiens qui sont réfugiés. Évidemment, C'est comme sûr, toujours oui. avec Oui, les oui. réfugiés de guerre. Toujours. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on atteint la paix? Quel est le donnant-donnant Ouais, dans c'est cette ça, donc, relation? Mais à quel mais je point- pense qu'il y a des promesses en arrière qui sont faites à des moments où. Mais Parce ça, que- je pense qu'il faudrait les donner à la population, ces idées-là. Oui, mais tu brises la diplomatie. Et Ça, oui, on mais peut en parler, mais la Ça, c'est un diplomatie, grand... Oui, oui. c'est des discussions de couloir qui ne doivent pas sortir. Mais je veux dire, Elles ne sortent que lorsque c'est signé sur un papier. on est au 500e jour. C'est- Il y a un moment où la population qui n'est pas touchée par cette guerre, elle doit y voir un certain aspect autre que penser à l'autre. Parce que, encore une fois, je vais prendre un peu la phrase des populistes. Moi, je pense à la mère de famille monoparentale qui a 5 enfants. Et, voilà, toujours leur accroche. Ils connaissent forcément cette Mireille. Ils leur ont parlé Toujours, hier. toujours. Ah, Ils l'ont autorisé. J'ai parlé hier à Voilà, Mireille. hier, Elle était là au supermarché. C'est ça. Mireille, elle est très contente d'aider les Ukrainiens qui sont à l'autre bout du continent. Par contre, ces 5 enfants à qui elle peut pas offrir de Noël et elle peut pas les amener au zoo pour leur anniversaire, bah, au bout d'un moment, ça va commencer à la saouler. Et elle va commencer à prendre des portes de sortie qui sont bien plus extrêmes. À bien court terme, ça va être du court-termisme, tout ce que tu veux. Mais à la fin, on est dans des démocraties qui subissent l'impact de tout ça. Et ça, Poutine, il s'en nourrit. Poutine, depuis le début, il dit la démocratie, l'Union européenne, tous ces trucs-là, c'est vieillissant, ça ne marche pas. Et nous, on est en train de subir sur nos démocraties l'impact de tout ça. Regarde l'idée de dire la guerre en Ukraine, etc. Macron, il n'a pas fait campagne pendant un long moment parce qu'il s'est occupé de l'Ukraine, mais il n'empêche que le RN est sorti deuxième, encore plus puissant qu'en 2018. Pour des raisons X et Y, mais il est sorti plus puissant avec d'autres partis d'extrême droite contre qui il était en compétition. Et l'extrême gauche, de son côté, malgré son discours qui était plus que douteux au début de la guerre, c'est aussi sorti grandi de tout ça. Les partis traditionnels, etc., en ont souffert. Et même le pouvoir en place en a souffert alors qu'il a été le leader de la paix. Ah, mais c'est sûr que de toute façon, là, en 2024, il y aura les élections américaines.
je pense que si le Parti républicain passe, ça va changer la donne beaucoup pour l'Ukraine parce qu'ils sont beaucoup moins favorables à donner autant d'argent et autant d'armements Surtout que à Donald l'Ukraine. Trump le dit en entrevue. 24 heures. Non, Tu l'as vu ça quand oui. il dit ça? Oui, Oui, mais c'est Moi, 24 si heures. j'étais au pouvoir, en 24 heures la paix. Non, En mais 24 heures, c'est réglé. c'est pas ça. Donc, qu'il Poutine déjà. n'aurait même pas attaqué avec moi. Déjà. Il a dit Bah, il l'a pas fait, soi-disant. il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose il y a pas très longtemps, mais bon, encore aucune temporalité, mais bon, en 2023, été 2023, il a dit ça. Il a dit, moi je veux que le monde arrête de mourir. Oui. I want to stop people Mais from Oui, dying. oui. Non, oui, parce qu'on lui a posé la question, Oui. mais est-ce que, enfin, qui vous voudriez voir gagner entre Ouais, la Russie et exactement, l'Ukraine? c'est Il ça. a dit, je veux juste que les gens arrêtent de mourir. Mais tu C'est te ça. rends compte de la puissance de ce message? C'est super facile. Tu sais, on Oui. s'entend que voilà, c'est comme la fin dans le monde. Bah, donnez à manger aux gens. Ouais, exactement. Donnez-leur des, Mais donnez-leur des brioches. ouais, mais c'est le meilleur populiste de la planète, Donald Mais Trump voilà. aussi. Il faut quand même lui donner ça. Là. C'est un incroyable. Il sait quand dire ses trucs. Le gars, il dit mettez-moi au poste de l'homme le plus puissant du monde, je fais cesser les gens de mourir. Ouais. Putain, mais c'est une bombe ce machin. Évidemment, c'est super facile. Évidemment, tout ce que tu Mais- veux, c'est des raccourcis, tout ce que tu veux. Et c'est super facile aussi de dire quand t'es pas président aussi. Mais voilà. Quand t'as pas ton manufacture, quand t'as pas Pratt & Whitney qui font désolé, mais sauf qu'on a une livraison de 3 milliards d'armes là, qui s'en va en Ukraine. Est-ce qu'on peut arrêter ça dans 2 mois? Puis là, t'as une autre compagnie qui arrive. Fait, mais sauf que nous, on a des tanks qui arrivent dans 2 mois et demi. Est-ce que ça peut être 2 mois et demi? Genre, dans le sens que ça finira jamais. Genre, à un moment donné, il va devoir. Il y a quelqu'un qui va devoir dire Mais stop. il peut pas, il a pas réussi à arrêter l'Afghanistan. Hein. Il était Par capable de rien exemple, faire. Non, mais dans les parallèles de Bah, il a guerre quand même embourbée ordonné où il aurait pu dire vas-y, on arrête du jour au lendemain, on retire nos troupes et c'est plus notre problème. L'Afghanistan est un très bon exemple. Bah, c'est que, pas lui qui a donné l'arrêt du truc, c'est Biden? C'est Biden qui Mais l'a c'est arrêté. Biden, mais sauf que le c'est un fiasco total, Oui, c'est Biden. mais c'est un plan. Mais c'est c'était une le guerre plan- qu'il a héritée, donc c'est pour ça qu'on peut comparer parce que Mais c'est Trump a- mais c'est le plan de Trump de se Mais rendre c'est à ça, la- c'est le plan de Trump. C'est à le la plan de base, hein. Trump que Oui, mais Biden ça, a après, utilisé. oui, mais ça après c'est à Biden de le faire ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas si sous Trump ça serait passé comme ça, parce que ça a eu Mais forcément le quand est-ce que président ça a allait une bien impulsion. finir de toute façon C'est ça, ça l'Afghanistan? allait Non, non, jamais non, mais bien finir. Ça c'est un tout ça- bourbier. Personne tout n'est ça jamais pour- sorti gagnant de là-bas. Tout ça pour dire que quand tu hérites d'une guerre, etc., en vrai, tu peux très facilement dire on va faire comme ça, on va faire comme ça. Puis quand tu arrives dessus, tu te rends compte que bah, c'est très, Ah oui, très oui. compliqué, Non, tu moi, je vois. parle vraiment en termes de démocratie, Donc, pas en termes de résultats. En termes de oui. démocratie, les populistes, ils gagnent de ouf. Et regarde Erdogan qui s'est fait réélire malgré, enfin, je veux dire, le nombre d'arguments qu'il y avait contre Erdogan. oui. Bah, pour, moi, pour c'est cette surtout élection. le tremblement de terre, quoi. Oui, le tremblement de Enfin, terre, vraiment, c'est vraiment la sa faute, corruption, quoi. la corrup- 50 000 morts. genre de la corruption dégueulasse dans le sens que Ouvertement. il y avait des tu regardes des bâtiments qui sont encore debout, c'est les bâtiments qui sont genre l'ordre des ingénieurs, bâtiments gouvernementaux. Tous les autres bâtiments sont tombés parce qu'ils ne sont pas aux normes de tremblement de terre de la Turquie. La Turquie a des normes strictes. En plus, c'est un pays C'est un pays sur une faille sismique. Là. Il y a C'est pas ça, de... et c'est un pays qui s'est donné le moyen de ses ambitions des années 80-90 pour avoir une infrastructure pour arriver dans le 21e siècle comme du monde puis être un pays occidental, mais sauf qu'il est ravagé par la... Il a fait des guillemets quand il a fait occidental. Ben oui, ben... Mais oui, parce qu'ils veulent rentrer dans l'UE. donc. Eh oui. Non, mais oui, mais. Oui, je fais des guillemets. Oui, je fais des guillemets parce que avoir autant de propagande, puis avoir autant de propagande, pas de propagande, mais autant de corruption que ça, et que tu te rends compte qu'il n'y a aucune des bâtisses qui est à l'ordre. Donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un, un ingénieur qui appose son seau, il n'y a aucun ingénieur. Les ingénieurs apposent leur seau avec des billets de banque dans leur poche, là. Ça ne va pas bien en Turquie, ça va pas bien. Et- Mais d'ailleurs, tiens, pour rebondir sur ça, par exemple, l'Ukraine, si on en revient sur ça, moi je suis très dubitatif de la volonté de l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne parce que, quoi qu'on en dise, c'est un pays qui reste encore extrêmement corrompu. Il y a eu une purge, quand Ursula von der Leyen, la dernière fois qu'elle est venue dans l'année 2023, avant l'été, donc je sais plus quand est-ce que c'était, où ils ont fait une purge des juges et de plein de trucs. Ouais. C'est un pays qui reste extrêmement corrompu. Et d'ailleurs, ils en font pas beaucoup la parole, mais il y a des détournements de fonds humanitaires qui sont beaucoup faits par ces enjeux-là et par des personnes, enfin, des personnes sur place. Donc, tu sais, même les conditions. En fait, Juste une question. Tu demandes tu dis qu'il y a des. C'est l'UE qui est dubitatif par rapport à l'entrée de non, c'est l'Ukraine moi, ma personne. Ou que l'Ukraine. Non, moi, c'est ma c'est la- personne qui suis dubitatif à quel point on déroule un tapis rouge à l'Ukraine. Ah voilà, oui, oui. Du côté alors de que l'UE, oui, oui. que la norme Bien sûr. anticorruption, c'est genre Ah, mais c'est le la principal base, frein, et c'est je te- pourquoi Je te rassure. la Turquie, par exemple, n'a jamais été acceptée parce que l'autoritarisme à la turque, on peut s'y faire puisque l'Autriche, on s'y est fait, la Pologne, on s'y est fait un peu dans ce style d'autoritarisme, mais vraiment l'anticorruption, ils ont tout. Alors, est-ce que c'était l'homme de paille qui fait que genre on a voulu refuser la Turquie, mais tu sais, je trouve que
on est prêt. En fait, moi, mon enjeu que j'ai avec l'Ukraine, c'est qu'on est prêt à ravaler tous nos principes. Ah non, juste mais c'est pour- ouvertement ça qui freine l'Ukraine. Hein, je te Ouais, la rassure. guerre peut-être aussi, non? Non, parce que l'adhésion serait post-guerre de toute façon. Mais la corruption est une condition de sine qua non. Et tu crois pas que la Russie serait capable de maintenir la guerre pendant des milliers d'années? Ad vitam aeternam? Oui. Il lève la main. Il lève Et la main, parce oui. que j'aimerais pouvoir faire un wrap-up, donc une question qui va pouvoir nous ramener Ouais. à la fin de ce podcast, parce que je sais qu'on commence à avancer dans dans le temps. Vous me parlez de la guerre, comme Poutine, est-ce qu'il serait capable de garder ça longtemps? L'Ukraine, comment en ce moment est gangrénée par la corruption. Ça ressemble à quoi, l'Ukraine, après cette guerre? Moi, je pense, c'est très simple. 2 minutes chacun. La Crimée reste russe. Dans le monde idéal, les deux régions, il y a l'ONU qui intervient pour faire des référendums, voire sous couvert. Moi, je serais même prêt à avoir mon monde idéal, c'est des forces américaines et chinoises sur place pour faire en sorte que tout le monde respecte bien. Parce qu'au bout d'un moment, c'est deux pays qui ont les vétos et ils peuvent très bien faire en sorte que ça se déroule bien. Ce qui donne l'assurance à la Russie de devoir respecter puisque la Chine est là, et ce qui donne l'assurance aux États-Unis de ne pas dérailler puisque la Chine est là. Donc tout le monde est obligé d'être d'accord. Donc là, il y a des référendums, et puis là, tout le monde aura la flemme de les contester en disant ça coûte trop cher, donc on va les respecter. Et après, l'Ukraine est consciente de son rôle de zone tampon. Donc, elle peut faire partie de l'OTAN, mais elle doit être désarmée. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas attaquer l'OTAN, parce qu'elle sait que du jour au lendemain, c'est un envahissement total. Mais elle ne doit pas se sentir menacée par cette présence-là non plus. Je ne dis pas que Poutine avait raison quand il dit qu'il est menacé par l'OTAN, mais au bout d'un moment, le principe de faire des accords de paix, c'est faire des concessions. Donc, tu es obligé d'écouter la personne en face. Et que donc, elle est désarmée, mais elle fait partie de l'OTAN, ce qui fait qu'elle est intouchable. Et elle a, je sais pas, pour l'Union européenne, je suis plus dubitatif dans le sens, peut-être des accords économiques ultra ouverts, mais à partir du moment où tu fais partie de l'OTAN, pour moi, c'est dans le sens que ça sera des accords C'est ouverts. plié un peu, là, ouais, c'est ça. C'est ça, et ça sera la plateforme tournante entre, justement, ça sera la fin de la route de la soie de Xi Jinping, le début de la route du commerce de la Russie, et l'ouverture vers ça. Pour moi, la paix va se concevoir, enfin pas la meilleure paix, mais la paix qui pourra satisfaire tous les acteurs, je pense, peut arriver comme ça. Quand est-ce qu'elle arrivera? Je ne sais pas. Est-ce que Poutine sera toujours au pouvoir quand elle arrivera? Je sais pas. En tout cas, je sais juste que Xi Jinping sera toujours là, en tout cas. Et Biden, Winnie va peut-être. toujours être là. Peut-être Biden. Biden à la Mais chambre froide. pour moi, la fin de la guerre, comment je l'envisage, tu sais, genre dans 5 ans, Il est trop vieux, il va mourir. on s'en bat les couilles. Dans- Ouais, j'adore le petit poisson là. Ouais. Mais le petit poisson, vous comprenez pas que les gens vont pas comprendre, mais je dois vous le dire à vous deux, j'ai ri, mais je riais sans arrêt pendant 1 heure. J'arrêtais pas de me le repasser. C'est comme ça, il est trop vieux. Il est malade. Il est malade, il va pas. Ça fait 3 Ça heures fait- qu'il a pas bougé. Et genre, pour moi, dans 5 ans, la paix que je vois, c'est ça. C'est un entre-deux entre l'Allemagne et la force de l'OTAN. Parce que il faut respecter tout le monde. Voilà. Bah, non, mais c'est une très belle, très belle note. Donc, Très optimiste oui, peut-être, très optimiste. mais c'est ça mon plan. Pidou. Mais moi, 2 minutes aussi. j'attends le réveil de la mort cérébrale de l'OTAN, mais surtout de l'ONU. Il est bien réveillé là quand même, Bah l'OTAN. Non, j'attends une intervention de paix. C'est-à-dire que quelque chose qu'on peut voir. Comment dire? J'aimerais une guerre limitée dans ce conflit. Quelque chose qui est vraiment limité aux frontières. Quelque chose qui va être. On va geler à un moment la ligne de front. J'aimerais quelque chose où justement l'OTAN va pousser l'ONU à avoir un mandat de casque bleu. Et on va avoir une médiation qui va être mise, une médiation internationale. Et il faut savoir que quand les casques bleus arrivent et gèlent la ligne de front, ça ne veut pas dire que la ligne de front va être la ligne des négociations. Il y a eu des lignes de front qui ont été mises, qui étaient proches des capitales, des trucs comme ça qui sont juste par rapport. Ce qu'il faut, c'est au moins arrêter un petit peu, stop people from dying. Quelque chose qui va laisser tout le monde se reposer un petit peu 5 minutes, réentamer des négociations qui sont durables et quelque chose qui est réfléchi. Pas quelque chose qui se dit, oui, mais on fait des négociations, mais là, l'autre, il est en train de bouger des troupes au Bélarus. Je peux pas être en même temps en train de négocier, en même temps en train de faire mon stratège. Si on a les casques bleus qui sont déployés, on a des Chinois.
qui sont déployés sur le terrain. On a Ah, moins moi, les d'Américains. Chinois sont essentiels dans la résolution du Dans le- conflit. Hein. Oui, mais je veux dire, Sur le terrain, j'entends. on a des. Non, ce que je dis là-dedans, c'est que dans les casques bleus, on a énormément de troupes chinoises, indiennes et de l'argent américain. Et de l'équipement américain, français, etc. Le meilleur des mondes, finalement. C'est génial, les casques bleus. Ah, et le Pakistan aussi, juste vous dire. Oui, L'Inde également. et le Pakistan, c'est les plus gros contributeurs. Mais on en rigole, mais c'est ultra important parce que Ah non, mais c'est important tu pour as les eux au troupes niveau international chinoises- aussi. oui, bien sûr, mais si tu as les troupes chinoises, indiennes avec l'argent américain, ça te permet de te dire que tu as un espèce de consortium international qui vient se poser et qui dit oui, mais si tu me tires dessus, déjà on va répliquer, etc. Bien sûr, mais en plus tu tires quand même sur des Chinois, tu tires quand même sur des Indiens. Donc, diplomatiquement parlant, Diplomatiquement, tu fais des dégâts. C'est important de le noter ça. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite pour la toi, suite tu du prends la conflit. voie de l'ONU. Ouais, c'est vrai que moi, Moi, j'ai je prendrais la voie de l'ONU, totalement. c'est la seule voie que J'ai laissé qu'aujourd'hui on deux. aurait. Ouais, moi, Parce que je sais pas, je trouve que toutes les négociations se font hors ONU, donc je sais pas, mais. Oui, mais c'est c'est le intéressant moment. aussi comme point de vue en vrai. c'est ça, c'est. Je veux dire, l'ONU, on la critique. Elle fait plein de trucs super bien en termes de développement, en termes d'environnement, en termes de tout ça. On n'a pas noté, mais c'est vrai que l'environnement a pris un énorme coup dans l'aile pendant 2 ans à cause de cette putain de guerre. Il est temps pour l'ONU de se justifier, de justifier tout l'argent qu'on y met là-dedans. C'est une énorme institution. C'est une institution qui est faite pour la paix. Et il faut mobiliser des troupes à ce niveau-là. Il faut faire en sorte de geler ce conflit et d'obliger, entre guillemets, les négociations. On sera peut-être pas d'accord du résultat, mais à la fin, c'est à eux que ça appartient. Et on aura de toute façon un résultat que grâce à des négociations. Parce que, à part si demain Moscou tombe ou si demain Kiev tombe, Ouais. on n'aura pas d'autre chose que les négociations. Donc, si on a des négociations maintenant, pendant qu'on a une ligne de front qui est définie, pendant qu'on a un pouvoir russe qui est, selon les personnes, Qui est prêt à faire des concessions. voilà, en tout cas prêt à faire des Parce concessions. que on l'a pas dit, mais en vrai, quand il y a eu la Prigogine, ce que ça a montré, c'est que Poutine est capable de back entre guillemets. C'est que son Mhm. idée principale, c'était de crucifier Prigogine et qu'il, devant la violence et devant les trucs, il est capable de négocier. Et ça, Mais on l'a parce pas qu'il reconnaît souligné du le- tout. Non, mais c'est ça. Oui, voilà. Donc oui, je te rejoins sur ça que devant un pouvoir russe qui est capable de négocier. Voilà. Là, on en a la preuve, la certitude, et on peut avancer sur ça. Et il nous faut un mandat de l'ONU qui est assez non occidental, avec un conseil de sécurité qui est assez objectif et neutre dans ce conflit, pour pouvoir se positionner et dire bon, maintenant, de toute façon, ça va pas être nous qui allons définir les frontières. C'est pas à l'ONU de le faire. Et on n'a jamais demandé ça à l'ONU. On a demandé à l'ONU de stabiliser et d'arrêter et de pacifier. Donc, pour moi, c'est que ça. Et après, dans un second temps, et ça sera peut-être plus le discours de couloir qui est très important en diplomatie, les intérêts commerciaux. Les intérêts d'exportation, c'est une route essentielle du gaz, c'est une route essentielle pour le pétrole, Pour l'agriculture aussi. pour l'agriculture, tu en as parlé de la route de la soie, la nouvelle route de la soie chinoise, etc. Il y a énormément. On a vu que le monde a souffert entièrement de l'Ukraine. On pensait que tout était fait made in China, puis finalement, on a vu que l'Ukraine a pris cher. Donc, enfin, suite à l'Ukraine, le monde a pris cher. Donc, il y a un intérêt collectif là-dedans. Donc, si on a un intérêt commercial qui s'aligne, et si on a un intérêt international, diplomatique qui s'aligne aussi, on a des clés en main pour la paix. Après, je dis ça, je suis au-dessus du truc, je suis hors des négociations. Il y en a qui y ont pensé, etc. Mais il faut réfléchir à ce point de vue-là. Et j'aimerais bien que les médias aussi poussent un petit peu ce message. Parce qu'au final, les médias sont responsables de l'opinion générale, sont responsables de l'opinion publique et de l'agenda politique. Et il faut qu'on avance vers ça. Et que les médias arrêtent de se tourner vers « Oh, regardez, telle ville a avancé, telle ville a reculé ». Non, pensons juste aux manières de la paix, parce que c'est pas de toute façon le fait qu'on sache que la ville X a été prise par un ou l'autre camp qui va changer l'orientation de ce conflit. Voilà. Et toi, Radi, Euh, pour terminer Ouais, donc moi 2 je. minutes Ouais, maximum. mais je vais y aller vraiment 2 Allez, minutes parce que. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et non, mais je vais vraiment y aller 2 minutes parce que moi, j'ai peut-être mal formulé ma question, mais vous êtes allé. Vous non, avez mais- pas du tout non, non, répondu. non, Vous mais- avez pas du tout répondu. non, mais- Il a vraiment à chier, mais les non, mais gars. je suis Plus jamais vraiment- je fais un podcast je- avec vous. Je suis vraiment content que vous ayez répondu comme ça dans le sens que j'ai vu le comment ça a été fait et et je pense que ma réponse elle serait très complémentaire de la vôtre. Ce serait vraiment un amalgame de ce que vous avez dit. Moi, je veux vraiment aller sur l'Ukraine. Elle ressemble à quoi après 50 guerres, 10 ans de guerre? Parce que bon, on s'en va. Disons qu'on s'en va pas Toi, tu rapidement. paries sur le 10 ans de guerre. Moi, je parie sur 10 ans de guerre parce que bon, j'ai la plupart toujours aussi optimiste. Toujours optimiste. Je suis très optimiste dans la vie, mais là, ça sera pas optimiste. Moi, je pense qu'on va avoir une Ukraine surarmée
avec des milices un peu partout, parce que c'est Ça, ça c'est aussi vrai. que c'est ça Qu'est-ce aussi qu'on en que fait de tout cet armement? bah c'est exactement ça, c'est une donc très bonne Ils sont censés question. le rendre à la fin. ouais, c'est ça, exactement. Oui. Exactement. Personne ne rend jamais les armes. Bon, enfin, rendez-nous nos Césars en France, hein, parce que on en a un peu besoin. Là. Mais c'est ça, donc moi je pense qu'on va vraiment avoir une Ukraine surarmée qui va vraiment, tout dépendant comment Zelensky se porte, si il crève ou, tu sais, ou il se prend une balle perdue ou il se fait un assassinat ou il continue, il devient dictateur de l'Ukraine aussi, parce que c'est faisable aussi, sortir gagnant, en guillemets, d'une guerre, d'avoir repoussé les Russes, un accord de paix fait X ou Y, je veux pas m'avancer là-dessus, mais en étant le président sortant de ça, comment tu peux laisser le pouvoir? Tu te dis, ben non, j'ai tellement de choses à faire, je dois reconstruire mon pays, tout ça. Donc, moi, je vois vraiment une Ukraine qui ne pourra pas, qui pourrait pas Mais tu sais qu'ils ont être un... suspendu les élections Oui, mais sans ce moment, on est en temps de guerre de aussi. manière Comme, indéterminée. comme toujours en temps de Ouais. guerre. donc. On Non, est en non, temps- mais ce que je veux dire, on est c'est en temps de que, guerre, après, il faudra voir la suite de, effectivement, Oui. est-ce qu'il va les rendre ou pas? Roosevelt, Parce que Roosevelt a le plus été dur, c'est de président prendre le pendant 6 pouvoir. ans. Après, c'est de le Tu sais, rendre. Roosevelt a été président pendant 6 ans, donc, Oui, c'est vrai. pendant la guerre. Donc, non, mais sauf Mais il que... faut des institutions fortes. Oui, Là il faut où des en institutions Ukraine, je fortes, suis plus donc il dubitatif. n'y a pas d'institution forte. Donc moi, je vois vraiment un basculement, pas un basculement de pouvoir, mais vraiment il va falloir quelqu'un qui prenne les rênes, et ben il va y avoir quelqu'un, et ben je crois pas que ça va bien se passer pour l'Ukraine après, malheureusement, même s'il y a plein de bonnes intentions partout, je crois pas ça se peut que Zelensky devienne dictateur, ça se peut que quelqu'un fasse un putsch, peut-être que même un général de l'armée, mais je vois pas comment ce pays-là va pouvoir se sortir de ce bourbier-là, dans le sens que en ce moment, il se trouve très bon à fighter la Russie, mais sauf que c'est beaucoup plus gros que lui. C'est tellement plus gros que ce pays-là en ce moment, ce qui se passe, dans le sens que l'Ukraine pense qu'elle se bat pour son pays, mais sauf que les Américains, ils se battent pas pour la Russie, ils se battent pas pour l'Ukraine, ils se battent pour dire à la Russie, nous, on est les boss un peu. Et pour dire à la Chine, voici Ah oui, ce il y a qu'ils du attendent proxy, si tu hein. prends Taïwan. Donc, dans le sens que ils sont un petit joueur là-dedans, et je crois que le pays va être très affaibli, très déstabilisé après cette guerre-là, et je crois pas qu'on va revoir Tu penses que l'Ukraine rapidement sera plus affaiblie que la Russie à la sortie de la guerre? Non, C'est une non, question, moi je vais voir l'Ukraine comme étant un espèce de monstre un peu très armé avec un contrôle très centralisé. Donc moi je verrais un genre de dictateur ou un président élu à vie quasiment. Donc la même chose, mais moi je vois vraiment malheureusement une Ukraine très autoritaire qui dit ben on a gagné, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Il y a personne qui va me dire quoi faire, mais en même temps en gardant toujours en tête, genre, puis en oubliant malheureusement que c'est les Occidentaux qui les ont aidés un peu. Et il reste un Ok. peu, devient une espèce d'État un peu bizarre, un peu genre un Irak, un peu, c'est comme Saddam Hussein, un peu genre avec énormément d'armes, parce que c'est exactement ça qui s'est passé avec Saddam Hussein. Les Américains ont donné pendant 5 ans des armes pour essayer de battre l'Iran, ça n'a pas fonctionné. Et à la fin, ils se sont retrouvés avec un espèce de monstre dans plein milieu du Middle East. Ben là, on va peut-être se retrouver avec un monstre ultra armé en Europe, malheureusement. Sur cette belle note, Nice. les amis, Yes. j'espère que... Des recommandations? Oui, vite fait oui, Oui, ouais, rapidement, très vite. oui, très vite. Donc, Moi, Astro, j'en ai vas-y. une. J'en ai une très vite, c'est sur YouTube. Je suis allé la chercher en amont. C'est une chaîne YouTube, ça s'appelle 1420 by Daniel Oren. Donc, c'est vraiment pas un mec qui avait prévu que sa chaîne explose. Mais en gros, c'est un Russe qui vit à Moscou et qui fait des micro-trottoirs en Russie. Et je vous conseille vraiment pour aller voir. Il a fait une très bonne vidéo récemment, il y a une dizaine de jours, sur. Il est allé dans les campagnes en Russie et il est allé interviewer des gens qui ont fait la guerre en Ukraine. Mais des Russes, tu sais, c'est du point de vue russe en permanence. C'est aussi, il pose des questions de est-ce que vous pensez que Wagner avait raison de faire ce qu'ils ont fait, ou etc. Donc, il y a plein de gens qui veulent pas répondre, donc ça c'est fou. C'est des vidéos des fois de 12 minutes et il y a personne qui répond. Donc, mais c'est intéressant. Vraiment, ça vous donne quelqu'un sur place qui est pas, je ne pense pas, étant donné qu'il fait 100 000 vues, je ne pense pas qu'il soit tellement corrompu. Je pense que c'est vraiment l'idée d'aller juste donner l'avis de ce que les gens pensent là-bas. Donc ça, c'est la première recommandation. Et l'autre recommandation que je vous donnerais, elle est très universitaire, donc je sais pas si ça vous intéresse. Mais, pardon. Mais c'est bien évidemment tout ce qui va être les publications des centres de recherche que vous pouvez voir, relativement indépendants. Moi, je pense notamment au Cerium qui est à Montréal, tu vois, parce que Toujours. voilà, ils sont très Centre très forts. d'études post-soviétiques également. Oui, le centre d'études post-soviétiques aussi. Voilà, essayez d'aller lire autre chose que des médias traditionnels, entre guillemets. Les centres de recherche, la plupart
ont que ce soit Sciences Po Paris ou des trucs, ont des sites sur lesquels ils publient ce que leurs Oui, leurs Cerium, t'as chercheurs. pas dit ce que c'était. Ouais, le CERUM, c'est à l'Université de Montréal, mais je sais plus ce que c'est, mais c'est Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Relations, t'as oublié le R. Je Ouais, pense qu'il y a Relations internationales relations quelque part. internationales. Pardon, Ouais. excusez-moi. Oui, oui. Ouais. Mais bref, Centre voilà. d'études de relations internationales de C'est Montréal. globalement, à peu près, peu importe l'université où vous irez, ils ont un centre de recherche et il y a des gens qui font des études, qui savent de quoi ils parlent, etc. Et souvent, c'est beaucoup plus intéressant que les médias. C'est un peu plus dur à lire parce que c'est du 35 pages, des fois, soit en anglais, soit en Ouais, mais il y a le français. résumé toujours, comme tous les articles universitaires. Oui, mais bon, c'est toujours moins bien de lire le résumé. Mais voilà, moi, ma recommandation, c'est vraiment la chaîne YouTube que je viens de vous dire, mais aussi d'aller lire autre chose que des médias, d'aller lire des revues un peu plus spécialisées. Et tout ça, c'est gratuit, c'est en ligne. Peut-être que si vous écoutez ça sur YouTube, je mettrai en lien dans la description 2-3 sites qui sont assez accessibles. Donc voilà, juste pour sortir de la torpeur médiatique que moi, je trouve insoutenable de plus en plus sur la guerre en Ukraine. Pidou? Ouais, juste petit addendum, c'est Recherche internationale, Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Moi, j'aimerais bien faire un petit point culture. Comme recommandation, on a mentionné la série Tchernobyl de HBO. Moi, je ne l'ai pas regardé pendant longtemps parce que j'avais peur de raccourcis ou de choses comme ça. Puis finalement, c'est condensé, puis c'est quand même vraiment bien, ça vous tient. Il y a un suspense, même si vous savez ce qui va se passer. C'est pas trop gore. Un peu, enfin, il y a un côté un petit peu dégueu, mais qui est vrai. Donc en même temps, c'est. On connaît la finalité, mais on ne sait pas ce qui arrive aux gens en tant que tels. Voilà. Les gens qui nous sont présentés, les pompiers sur place et tout, on ne sait pas. Donc Mm. c'est ça qui nous tient beaucoup en haleine. Exactement. Je trouve. Et puis vous avez un suivi heure par heure. Enfin, c'est vraiment sur le coup, quoi. C'est pas un ah bah ça s'est passé, puis voilà. Donc ça, je trouvais ça vachement bien. Toujours en restant dans la culture. Alors c'est un Français, il me semble. C'est un espèce de DJ français qui s'appelle Tilassine. Je vous avais recommandé la série OVNI il y a quelques temps pour Star Wars, mais c'est lui qui a fait du coup la bande originale et il a fait un album qui s'appelle Transsibériane, où justement il a pris le train et il s'est inspiré en fait de ce qu'il a vécu pendant ce périple pour faire cet album. Et vous avez notamment quelques passages où vous avez des comme témoignages, langues autochtones des différents peuples qu'il a pu rencontrer justement sur ce voyage, qui est très beau et qui va vous dépayser un petit peu. Et pour le côté un petit peu plus éducation, recherche, etc., moi je soutiens totalement Astro en disant que les médias sont assez insupportables dans le discours. Vous avez pu comprendre un petit peu dans ma position que je pense qu'ils ne font pas avancer la paix, mais ils entretiennent la guerre. Moi, je vous conseillerais éventuellement d'écouter un ancien Premier ministre français qui s'appelle Dominique de Villepin, qui est extrêmement bon là-dedans. Je crois même qu'il a maintenant un centre de recherche privé un petit peu en France de conseil à ce niveau-là. Déjà, dès le début de la guerre, il disait qu'il fallait maintenant que les entreprises prennent beaucoup plus en compte la géopolitique dans leur analyse de risque. Et c'est quelque chose qu'on voit maintenant là, avec 500 jours de conflit. Tous les secteurs ont été affectés, que ce soit le primaire, secondaire ou tertiaire. Donc voilà, ça serait la personnalité que je vous dirais d'écouter, qui est plus trop dans la politique et qui peut se servir de son bagage politique de diplomatie il a été à un moment à la tête de l'État français pendant que Chirac était en convalescence. Vous mélangez donc un petit peu l'académique et le politique, puis ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, surtout quand lui n'a plus d'intérêt politique aujourd'hui. Donc voilà, ça serait mes recommandations. Et toi de ton côté, Radi? Donc, moi, j'ai un podcast, bon, vous avez dit, bon, on essaie de pas trop écouter les médias, donc c'est un podcast du Toronto Star, mais sauf que j'aime bien la bulle qui est Ottawa, donc politique fédérale canadienne, et It's Political, qui est un podcast du Toronto Star, avec sa journaliste, que j'ai oublié le nom malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder assez vite sur mon téléphone. Elle va faire des entrevues avec... elle se tient littéralement dans les lobbies de la Chambre des communes avec un micro, juste à côté des lobbies. Et elle pose des questions à des ministres, au premier ministre, aux députés, sur des sujets X et Y un peu partout. Et c'est super intéressant. Et elle Est-ce que c'est Altia Raj? Oui, exactement, c'est Altia Raj, exactement. Super journaliste pour vrai, très, très sensé, très middle ground, un peu comme on dit des fois. Et
elle interviewe vraiment tout le monde et elle a vraiment des super sujets. Son dernier sujet, c'est est-ce que la politique devient de plus en plus nasty, donc un peu plus rough, un peu plus difficile, dans le sens qu'on trouve qu'à la Chambre des communes, à la période des questions, le président se lève 7-8 fois pendant la période des questions. Avant, il se levait une fois. Il y a vraiment des attaques qui deviennent de plus en plus. Il y a quelque chose qui se passe et elle voulait vraiment savoir. Ça, c'est son dernier épisode parce qu'elle fait relâche pour l'été. Donc, si vous voulez l'écouter, que vous écoutez ce podcast-là cet automne ou n'importe quand, allez voir. C'est super bon et ça suit vraiment la politique canadienne dans la bulle d'Ottawa, parce qu'Ottawa, c'est une bulle. Quand tu sors de là, personne ne sait de quoi tu parles. Personne ne sait qu'est-ce que tu as vécu. C'est tout le temps comme ça. C'est un peu bizarre. Et au moins, tu vas avoir vraiment une super... les auditeurs, vous allez pouvoir avoir une super vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine ou avec un sujet précis. Donc, voilà ma recommandation. J'avais pas de deuxième recommandation. Donc, moi, ça va être tout pour moi. Donc, les gars, si c'est tout aussi de votre côté, écoutez, moi, je vous dis, bravo pour ce podcast. Ça a été vraiment un super podcast. Et merci à vous. Merci, Astro. Merci d'avoir participé. Merci. De rien. Et merci, Pidou. Merci beaucoup, ça fait plaisir de revenir là-dessus. oui. Après, C'est vrai que tu me disais merci à moi. Non, pas à toi, non. Juste comme ça, je faisais un tour de table et c'était Raddy de Brown qui vous parle. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié et à une prochaine. Allez, Bye, ciao. merci.